Salut les crinqués! Dans un passé pas si lointain, nous avons parlé de futur proche. C'est-à-dire, à l'épisode 43, nous avons parlé de Cyberpunk. Je commençais d'ailleurs l'épisode en disant que j'étais tout mêlé. Aujourd'hui, nous allons plus loin en parlant des dérivés du Cyberpunk. Et je suis encore tout mêlé. Épisode 91. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Encore une fois aujourd'hui, un petit podcast court et touchant. Oui. Salut Paperman. Salut. Salut Imaginatrix. Hello. Et salut Red the Gamer. Salut The Animator, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Aujourd'hui, on prend un iceberg duquel nous n'avons vu que le dessus et on tente de plonger un petit peu en dessous. Ça va être big. On va tenter encore une fois de se contenir. Et encore une fois, nous allons échouer lamentablement. Donc aujourd'hui, on revient sur le cyberpunk et sur des dérivés. Plus précisément le steampunk et d'autres branches, mais on va essayer de me faire comprendre tout ça pendant l'émission, parce que, que je suis mêlé. Nos plateformes, notre site internet, podcastdécrinqué.website, différentes plateformes de podcasts faciles à trouver. Je nous ai écouté sur ma propre télé. Via mon Dieu, quelle plateforme? YouTube? Non, même pas YouTube. Ben oui, là, j'aurais pu nous regarder avec YouTube, mais la plateforme de musique là, bien populaire dont j'oublie le nom. Spotify. Excusez, j'ai marqué podcast décrinqué, puis je nous ai trouvé, puis... En vidéo? Non, Okay, en audio. Okay. En audio. En vidéo, oui, sur YouTube. Oui. Merci à Dr. Phone pour l'équipement pour faire ça. Oh, oui. Mais merci de nous suivre, peu importe la plateforme qu'on utilise. Rentrons tout de suite dans le sujet parce que ça en est un gros. Est-ce qu'on rappelle vite, c'est quoi le cyberpunk? Oui, on peut bien. Ben, je te laisse aller. Courant littéraire qui a été créé dans les années 80. Majoritairement, on pense et on dit que le père du cyberpunk, c'est Neuromancer de William Gibson, bien qu'il y avait déjà eu il y a une guéguerre là-dessus. Ben ouais, mais il y avait déjà eu des romans avant ça qui commençaient à comprendre le concept, mais c'est vraiment lui qui l'a fait connaître du grand public. Alors, on parle d'une dystopie normalement dans un monde qui est rarement joli. Hein? Le monde du cyberpunk, c'est dans un futur proche où ce que la technologie va toujours avoir le dessus, c'est-à-dire qu'elle va prendre majoritairement la grande place dans l'histoire, et on va suivre des anti-héros. Pour le boss cyberpunk, dans le cyberpunk même, c'est pas vraiment des héros, c'est des gens qui essayent seulement de survivre à l'intérieur de ce monde-là. Et c'est rarement la joie. Il y a énormément de conflits parce qu'il va y avoir des grandes corporations qui vont prendre le contrôle de tout ça. Alors, beaucoup de disparités entre les classes sociales, les riches, les pauvres, et ainsi de suite. Alors, dans le fond, bref, c'est notre présent. Ben, moi, je trouve le fun, mon présent, pareil. On est à veille d'être dedans, mettons. Ouais. Si on n'est pas dedans, c'est la prochaine Il y a des thèmes des très du cyberpunk qui sont maintenant devenus réels. Je te dirais que notre réalité, comme tu dis, notre présent, est beaucoup plus liché que le cyberpunk comme on le connaît nous autres. Là. Mais nous, comme les gamers le connaissent. Gibson a dit récemment, j'en avais déjà parlé, que pour lui, le cyberpunk était mort parce que l'anticipation qu'il avait faite avec ses collègues était rendue là. Fait que c'est vrai, oui et non, mais il y en a encore. On peut que le repousser. On peut pousser plus loin le cyberpunk. Je pense que c'est là qu'on va parler des dérivés du cyberpunk qui va nous amener à ce deuxième niveau-là qui va vraiment jouer avec les nouvelles technologies. OK. Si on y va avec des dérivés du cyberpunk, parce qu'on va parler beaucoup de steampunk aussi, là, il y aurait quoi?
Le steampunk, je vais laisser Joël en parler. Oui. Parce que... Oui, mais c'est ça. Toi, tu vas me parler vraiment là, de... Pourquoi je te dis ça? Parce que Joël, c'est un peu notre éminence grise. C'est vrai. Podcast. C'est le cerveau de l'émission. Tout à fait. Puis son addition à notre podcast, pour moi, c'est extraordinaire parce que dans nos conversations qu'on a eues, elle a amené le point qu'effectivement, le steampunk a été créé pratiquement en même temps que le cyberpunk. C'est vrai. Puis à part le mot punk, il n'y a pas énormément de trucs qui sont semblables entre les deux styles. Je suis pas d'accord. Ouais, On mais reviendra tout à l'heure. On va y revenir parce que moi aussi, j'ai une théorie là-dessus. C'est vrai que on peut pratiquement dire que c'est un style à part vraiment qui est propre à lui, tellement il a été développé. C'est probablement un qui a été le plus développé. Moi, je vais te parler des dérivés purs du cyberpunk, où ce qu'on va prendre le concept même, où ce qu'on va garder le concept même de la technologie futuriste, puis je vais te parler des dérivés comme le biopunk. OK. Le biopunk, c'est qu'au lieu d'avoir la technologie de l'information qui va prendre le dessus, on va avoir tout ce qui a rapport avec la biologie. Okay. Alors là, on est vraiment dans des thèmes très actuels parce qu'on a tout ce qui a rapport avec l'augmentation de l'humain, mais par la biologie. Okay. Alors, c'est excessivement actuel. C'est un courant littéraire qui a été créé dans les années 90, mais qui n'est pas extrêmement populaire encore. Je te donne des exemples rapides. Mais qui va le devenir quand le cyberpunk va être vraiment mort. Tout à fait. Parce que là, c'est le biopunk, on n'est pas tout à fait rendu là. On n'est pas tout à fait rendu là, mais si je te nomme Resident Evil, dans les jeux, dans les romans, dans les BD, c'est un bon exemple de ce que ça peut être le biopunk. Toute l'œuvre de Bilal, d'Enki Bilal avec la trilogie d'Acopole, ça en est un autre qui est extrêmement populaire. Alors là, on parle vraiment, Nicopole, excuse-moi, je me suis trompé, d'un style biopunk où ce que l'humain va être là, mais ce que la technologie, ça va vraiment être au niveau de la biologie. Alors, et le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est la prochaine révolution, c'est la prochaine évolution de l'espèce humaine. L'homme augmenté, mais pas seulement par la technologie, mais également par la biologie. Alors, le biopunk, c'est ça. C'est vraiment un style où ça va être vraiment énormément développé. Est-ce que Bane serait du biopunk? Tout à fait. OK. Oui. Bane étant celui qui a cassé le dos à Batman, là, pour ceux qui parce que c'est un personnage qui est augmenté, qui est créé génétiquement. Bref, tout ce qui a rapport avec le clonage, avec l'augmentation de l'homme par Warhammer 40 000, par exemple, peut être excessivement relié au biopunk, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de technologie, mais un Space Marine, à la base, il va être créé à partir de gènes. Ouais. Alors, il va être modifié génétiquement. Alors, on peut classifier ça dans un style de biopunk. Warhammer 40 000 qui pourrait être classifié sur beaucoup de je pense que tous les styles de dérivés du cyberpunk, là, puis c'est tout Warhammer 40 000. Ouais, Warhammer 40 000 fait un savant mélange de tout ça. Donc, c'est vraiment c'est comme le genre de bible là, du cyberpunk. C'est ça. Il y a tout à l'intérieur. Capitaine America est un biopunk avant le temps. Oui, tout à fait. OK. Ouais, dans ce genre-là, effectivement. Ouais. Je te dis qu'on prend le bio, qu'on enlève ça, puis qu'on parle de nanotechnologie. Oui. Alors, on a le nanopunk. Ça, c'est un courant littéraire qui vient tout juste d'apparaître. C'est très, très récent. Avant que Michael Crichton avait écrit Micro, le roman Micro, qui parlait de ça au niveau de la nanotechnologie. Alors là, on garde le même concept, mais on va vraiment parler de ces fameux petits robots-là qui vont être à l'intérieur des corps ou tout ça. Le jeu de rôle Rift, par exemple, avait développé beaucoup le concept de la nanotechnologie. Alors là, on va vraiment développer ça. C'est excessivement actuel parce qu'on est rendu là au niveau de la technologie. Quand on dit que le cyberpunk est en train de réellement rattraper notre réalité, ben ça, c'est un excellent exemple. Le film Hulk est basé là-dessus. Oui, c'est vrai. Alors que l'incroyable Hulk, il n'y a rien à voir avec la nanotechnologie. Le film Hulk, c'est les nanomèdes qui créent ou qui fait en sorte que ça fonctionne. Ah, c'est vrai. Alors ça c'est vraiment actuel, total, là, je veux dire. On en a parlé un peu dans Origin, par exemple, de Dan Brown, où la prochaine évolution pour lui, c'était la fusion avec l'homme et la machine. Ben, cette fusion-là, ça va être avec le transhumanisme. Ben, lui, il faisait une anticipation. Ben oui, le transhumanisme et la nanotechnologie. Je pense que c'est les prochaines grandes sciences du futur
qui vont faire avancer l'espèce humaine ou la faire reculer ou l'anéantir. C'est ça. On s'entend, là. Habituellement, le cyberpunk, c'est jamais rose. Hein. C'est vrai. Quand on se projette dans l'avenir, il n'y a aucun roman que j'ai lu, moi, de cyberpunk où ça a l'air plus le fun. Ça a l'air plus fun dans l'avenir que dans notre présent. Il y a juste dans Star Trek que ça a l'air plus le fun. Star Trek, je suis pas capable de catégoriser ça dans une catégorie de... C'est de la science-fiction, mais c'est pas de la hard SF. C'est pas du cyberpunk parce que t'as pas le côté punk, t'as pas le côté rebelle, t'as pas le côté... Par contre, t'as une fédération qui contrôle tout de main de maître, qui est la seule fédération de la gang. Donc, c'est pratiquement du communisme. J'appellerais ça du communisme punky, je sais pas trop, je sais pas. Honnête, là, mais... Red lui dirait, change de sujet. Ouais, on était là. Mais moi, je t'aurais appelé ça « Ordinateur règle mon problème ». Mais c'est une bonne question. Honnête, c'est une très, très bonne question. Où classer le Star Trek dans la science-fiction? Ben, moi, je sais où le classer. Oui, je sais, toi, je sais. Dans le tiroir du bas. Ben, il y a un bac, là, à côté. Ah, ça surprend. Je pensais que t'allais dire dans les toilettes. Ben, non, mais écoute, là, ça Faut serait pas les bouger non plus. C'est ça, il veut pas les bouger. Écoute, le post-cyberpunk. Oui. Présentement, on est rendu là. Dans la littérature, c'est réellement le post-cyberpunk qui fait foi de tout. Le post-cyberpunk, on en a parlé dans notre cyberpunk, mais on a seulement effleuré le sujet. C'est que là, on perd un peu le côté dark, le côté sombre. Mm-hmm. Le héros, là, va devenir réellement un anti-héros. Je veux dire, on va avoir quelqu'un qui va, probablement, qui se fout pas de tout le monde. Habituellement, le héros du cyberpunk, il ne pense qu'à une seule et unique personne lui-même. Ouais. Alors, il essaie de survivre dans cet environnement-là. Le héros dans le post-cyberpunk, lui, veut avoir un effet sur la société. Il veut essayer de la développer ou de la changer pour que ça arrive, que la finalité soit bonne. Donc, il va utiliser vraiment tout ce qu'il peut pour pouvoir avancer à l'intérieur de ça, tout en gardant le côté rebelle, le côté vraiment très, très actif du cyberpunk, au niveau des combats et tout ça, la guerre, comme on en parlait un peu avant le podcast. Oui, effectivement, il y a énormément de conflits, énormément de guerres dans le cyberpunk. Ben, le héros du post-cyberpunk, lui, il veut, dans le fond, que la société évolue. Donc, on perd un peu le côté hyper rebelle des années 80 avec William Gibson, où ce que là, on a vraiment un mouvement qui était basé sur la musique punk, où ce que c'était la rébellion totale, puis on se fout de tout le monde, on tire sur tout le monde. Tu sais, c'était vraiment comme wow, je me laisse aller. Là, je veux dire, c'était comme yes, c'est le fun, c'est trippant. Ben, le post-cyberpunk, mais c'est vraiment du cyberpunk plus d'actualité. OK. Ça a énormément évolué. Bon, carbone modifié. Oui. Richard Morgan, la saison 2 va sortir en février. C'est le plus bel exemple que vous pouvez regarder à la télé présentement d'un post-cyberpunk, c'est ça. Samouraï virtuel, qui a été un des fondateurs également au niveau des romans. Bien que le Samouraï virtuel, il est difficile à classer parce que des fois, on peut l'interpréter comme étant une genre de satire du cyberpunk, mais d'autres vont vraiment le prendre à un degré où ils vont vraiment voir comme une évolution de cyberpunk. Je ne sais pas personnellement, moi, où le classer. Ça fait trop longtemps que j'ai lu ce roman-là. Il faudrait vraiment que je le relise pour avoir une meilleure idée de... Je sais pas si c'est dans... En tout cas, je me souviens pas si c'est Maxime Chatham ou Harlan Coben dans un roman qui a fait du post-cyberpunk comme ça, peut-être sans le savoir. Avec une gang justement qui faisait des meurtres puis qui faisait un paquet de trucs en rapport avec ils tatouaient une lettre, ils brûlaient une lettre E sur leurs victimes, mais ça avait beaucoup rapport avec des microbes puis des affaires comme ça. En tout cas, il y a une histoire avec ça, puis je pense que c'est dans le 5e règne, mais je suis pas sûr de ça. Ah, ça se peut. Ça fait trop longtemps là, que je l'ai pogné en roman audio justement, puis j'ai dans ma tête le style d'écriture de l'histoire que je me souviens, c'est du Maxime Chatham, mais Harlan Coben des fois est capable de te faire des affaires qui ressemblent. Ça se pourrait. Maxime Chatham, il aime ça jouer beaucoup avec ce change de style un peu. Ouais, mais il y a beaucoup de romans qui font, il y a beaucoup de styles que lui il fait là, que il y a une trilogie après ça, mais il y a quelques romans que c'est des romans des romans indépendants, on va dire, puis qui sont séparés là. Mais il me semble que c'est dans le 5e règne, mais je me souviens pas exactement c'est lequel. Faudrait que je
On va vérifier. Moi, c'est ça, mais il y avait une affaire dans ce style-là. C'est pour ça que quand t'en parles, ça me revient. Je laisse le steampunk à Imaginatrix, Dieselpunk également, parce qu'elle est beaucoup plus à jour par rapport à ça au niveau de ces lectures-là. Moi, je n'ai pas énormément de connaissances dans le steampunk, je le connais. Moi, j'en connais. Et Red aussi. Ouais. Moi, je te mentirais, je te dirais que je te disais que c'était mon champ de prédilection, absolument pas. Alors, j'ai des collègues qui sont nettement plus doués que moi là-dedans. Je vais leur laisser la parole. Qui vont m'en apprendre parce que moi, je suis tout mêlé. Et moi aussi, qui vont en apprendre aussi parce que moi, je connais ça, j'en ai vu comme tout le monde, mais je ne pourrais pas nommer une série vraiment de romans ou de BD vraiment qui sont développés par rapport à ça. Je pourrais nommer les trois fantômes de Tesla, par exemple, de Maranzano, puis de Guillemec, qui parlent de ça, qui est vraiment du steampunk, mais j'ai pas assez je suis pas allé assez en profondeur là-dedans, puis j'ai commandé un livre récemment là, qui est le guide de steampunk. J'ai très hâte de l'avoir parce que ça manque à ma culture, puis j'ai très très hâte. Rapidement, le midpunk. Le midpunk, on va utiliser tout ce qui a rapport avec la mythologie pour le mélanger avec le style un peu plus rebelle. Et là, je parle de la nouvelle série Carnival Row, clairement du midpunk. La majorité de l'œuvre de Neil Gaiman va vraiment utiliser... Une excellente série en passant. J'ai hâte de l'écouter. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas encore vu. Excellent. American God va jouer à l'intérieur de ça également parce qu'on va le mettre dans un contexte très, très actuel, mais on va utiliser tout ce qui a rapport avec la mythologie, avec des personnages qui sont très, très un peu rebelles également. Neil Gaiman joue beaucoup avec ça, avec tout ce qui a rapport avec la mythologie nordique, puis le mettre dans notre époque actuelle. Très, très populaire, le midpunk. Et oui, dans le midpunk, je rajouterais la série de bande dessinée Monstress. Qui est vraiment une bande dessinée à découvrir si vous la connaissez pas. C'est vraiment inspiré. Eux autres, ils disent que c'est style steampunk, mais pas tant que ça. Mais on est vraiment dans un univers de fantasy qui mélange de la technologie, de l'électricité, puis c'est vraiment une belle série que je classerais probablement plus dans le midpunk que dans le steampunk. C'est très populaire, le midpunk. Ça paraît pas, là, mais quand on y pense, il y a beaucoup de choses. Là. La mythologie, ça pogne encore. Ça va toujours pogner. Nous n'avons pas fait d'épisode sur la mythologie. Non, mais on a un gros nom qui se relie à la mythologie, qui nous attend encore, qui est en France, qui attend notre coup de téléphone. Alors c'est sûr que c'est dans nos plans. Sans vendre le punch, on n'a qu'à pas en parler trop, puis on va avancer dans un mythe, une édition mythe dans pas longtemps. C'est clair qu'on va en faire un. Je termine avec le Splatterpunk. Ça, c'est une demande spéciale que je donne à mon ami Red parce que Clive Barker est clairement un des plus grands écrivains de Splatterpunk. C'est quoi le Splatterpunk? C'est vraiment de prendre, d'essayer de faire un renouveau au niveau de l'horreur pour amener ça à un autre niveau avec des personnages qui vont garder le côté rebelle un peu. Hellraiser est un exemple parfait pour ça. La série Torture Soul qui a fait, que Clive Barker a fait aussi. Il a fait même une série, je pense que c'était une série animée ou de le livre de sang, il en a fait plein de il y en a beaucoup. Patrick Sénégal, des fois, joue beaucoup avec ce style-là parce qu'il va vraiment développer cette relation de gore, autant au niveau de la violence que de la sexualité, extrêmement loin. Et là, je sais pas si c'est une beauté ou... C'est vraiment ça peut être un problème même éthique et moral du fait que ils vont pousser ça tellement loin au niveau des pratiques qui sont réelles, comme le sadomasochisme et tout ça. Et là, tu vas à un niveau où ce que tu te dis en tant que lecteur ou en tant que spectateur, est-ce que je trouve ça bien? Est-ce que je trouve ça... c'est pas pour tout le monde. C'est ça. Est-ce que je trouve ça excitant? Est-ce que je trouve ça trop champ gauche, tu sais plus où te positionner avec ça. Elle.com est un bon exemple de ça parce que le personnage va payer une compagnie où ce que tu peux faire à peu près n'importe quoi, mais dans le fond, c'est tout des fantasmes que certains gens ont, et là, tu arrives en lisant ça, puis tu te dis, mais mon Dieu, qui va loin, mais en même temps, tu te dis, tous les films qu'il y a eu du style là, des gens qui se font enlever là, Décadence, Hostel.
c'est toute la même, c'est exactement ce qu'on a fini par appeler le torture porn. Bon, le torture porn, là, ça a été travaillé. Ils ont mis ça comme ça. Ouais. Par contre, comme Marc Laporte avec Clive Barker, on va prendre lui là parce qu'il fait vraiment lui, c'est vraiment ça. Lui, c'est du sadomaso max. Là. Oui, puis c'est pas juste ça. Il y a pas rien de ça. Ben il y a des sadomaso démoniaques là, aussi. Ouais. Mais c'est parce que on s'en va pas juste dans le sadomaso. C'est pas juste arrêter là. Faut que tu vois ça. Pour triper là-dessus, pour aimer ça, faut que ton esprit soit passé l'histoire du sadomaso. Oui. Passer l'histoire de c'est de l'horreur. Passer tout ça, faut tout tu passes ça parce que c'est pas de l'horreur, c'est trop artistique pour être de l'horreur, de l'horreur pure. C'est, tu sais, je dirais pas, c'est pas calculé comme Vendredi 13, un coup de machette, merci bonsoir. Ouais. C'est pas ça, c'est trop liché pour être juste de ça. Je vous dis là, allez voir sur internet là, les figurines Torture Soul de Clive Barker, la collection de ça. Il va avoir, vous allez voir du fan art, vous allez voir un paquet d'affaires là. C'est pas explicable vraiment. Non. Puis je comprends quand il dit c'est beau mais t'es pas sûr. Ben oui, c'est ça. Puis c'est là le point de vue moral puis éthique de dire est-ce que je suis normal de trouver ça beau? OK. Non, je comprends. Et de dire que j'aime ça parce que ça va tellement loin que là tu sais plus trop si dans ta tête c'est. J'ai toute la série. Fait que dans ce temps-là, tu dis j'en parle pas. Les exposer de nulle part, tu sais. C'est ça. Oui, je vais commencer là, je vais les garder là, puis je vais probablement les mettre en exposition quelque part dans mon sous-sol, mais c'est pas quelque chose que tu vas garder dans une garderie. Non, tout à fait. Majoritairement, les gens qui vont aimer le Cyberpunk, ils vont aimer. Je suis content que tu penses comme ça, Red. Ouais. Tu sais c'est correct. Si vous tes valeurs à ça me rassure. C'est peut-être mieux. Tu sais, quand t'aimes le cyberpunk, tu le dis. Ouais. Tu te dis, moi, je suis un amateur de science-fiction, j'aime le cyberpunk. Mais quelqu'un qui va aimer le splatterpunk, il criera pas sur tous les toits parce que c'est pas un genre qui va être acceptable pour une grande majorité de la population. T'as aussi du acid punk, vraiment corrosif. C'est vraiment pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est ça, mais tant qu'à être là-dedans, toi, Red, avais-tu des jeux qui te venaient en tête par rapport à ça ou des du Splatterpunk? Ouais, parce que du Clive Barker, il doit en avoir en jeu de table ou c'est trop un style pour dire il y a un jeu pour ça. OK. Faut que je leur ai fait moi une game de Splatterpunk. Oui. C'était une game d'horreur, mais je leur ai fait une game de Splatterpunk. Okay. C'était carrément ça. C'était exactement ça. Ça allait loin. Là. Ça allait très loin là. Ça allait très loin, mais ça allait très loin sans j'ai pas rentré dans la vulgarité jamais avec les joueurs. J'ai jamais mis quelqu'un. Ben non, c'est pas vrai. Les joueurs ils s'en sont chargés eux autres mêmes. J'ai jamais mis quelqu'un mal à l'aise nulle part. Tu sais, ça a tout le temps été correct, puis surtout ça a tout le temps été dans le non-dit souvent. Puis ça, ben c'est ce qui pogne encore le plus. Mais c'est pas n'importe qui aurait pu faire cette game là. Probablement. Je sais pas si je veux pas me lancer de fleurs, mais je veux dire peut-être que oui, ça aurait pas été mené de la même façon. Oui, tout à fait. Probablement. Okay. Mais parce que je suis un fan de ce style-là, je suis capable de m'en aller là-dedans en claquant des doigts. Là. Okay. Je termine avec une série BD sur un peu style Spider-Punk, Requiem Chevalier Vampire de Pat Mize et de Olivier Ledroit au niveau. C'est clairement ce style-là où c'est que tous les gens qui ont fait des choses mauvaises dans le monde, quand ils vont mourir, ils s'en vont d'une planète où ils vont devenir encore plus mauvais pour faire encore plus de mal. Alors, tu vas devenir un vampire, un loup-garou, une affaire comme ça. Puis là, après ça, sur cette planète-là, tu te bats entre vous autres, mais c'est vraiment de la torture. C'est épouvantablement gore, violent, irrévérencieux, explicite. Mais c'est bon. Tu comprends-tu? C'est ça que je te dis, là. Tu parlais d'un jeu là, qui pourrait arriver avec ça, là. Je te dirais, dans le temps, il y avait Ravenloft. C'était un bon début de setting pour jouer avec ce style-là. Par contre, c'était facile de tomber dans l'horreur classique avec Ravenloft. Puis c'est facile de partir de l'horreur classique. En tout cas, ben, moi, je trouve ça facile. Là. Une game de jeu de rôle, là, partir d'une game d'horreur classique et te l'emmener en Splatterpunk, même partir d'une game de Cthulhu puis te l'emmener en Splatterpunk, c'est fait. J'ai en claquant des doigts là. OK. Ça vient de. C'est comme je disais tantôt, c'est beaucoup plus
une ambiance, t'as un mood que tu vas créer avec tes joueurs, puis tu vas créer à ta table, puis c'est pour ça que n'importe quel jeu peut s'adapter à peu près, là. Maintenant, on peut mettre maintenant le mot punk à pratiquement tout. OK. Hein, fait que je pourrais te faire la préhistoire punk, n'importe quoi punk. Ben, ça, sauf que c'est pas réellement des dérivés du cyberpunk. C'est parce ça. que t'as plus le côté technologique. C'est ça. Là, on va tomber dans attends un peu, tu pourrais l'avoir dans un film. Dans un film, Iron Sky. Oui. Où les Allemands ont gagné la guerre et les Allemands se chevauchent des dinosaures, il y a de la technologie, puis dans ce style-là, c'est mauvais comme film. Ça, c'est un genre de truc comme ça. Ouais. Captain Sky, là, à la limite, là, mais... Mais ça devient pas du rétro-futuriste. Oui, mais c'est parce que t'as... Rétro-futuriste, ça fait une grande parenthèse. Oui. Mais si tu veux prendre ta parenthèse puis d'y aller plus pointu, ça pourrait s'en aller en préhistoire. C'est un mot valise. Là, c'est ça, parce que ça, on en a parlé avant le podcast, mais rétro-futuriste, les pierres à feu, ça rentrait là-dedans. Là. Ouais, tout à fait. Oui, parce que t'avais des montres, t'avais plein d'affaires. Ah oui, absolument. T'avais... aujourd'hui, t'aurais des tablettes en roche. Avec un petit oiseau qui vient de graver toutes tes petits icônes et... Puis qui dirait, mais vieux, je vais arriver au bout de mon bec. Donc, qu'est-ce qu'on surveille cette année dans le Cyberpunk? On surveille bien entendu la sortie de Cyberpunk 2077 qui va arriver en 2077. C'est ça. Qui a été reporté le 17 février. Et en février, qui attend la sortie des nouvelles consoles. Quasiment. Probablement, je pense que oui. Hein? C'est pas la nouvelle officielle, mais comme dirait si bien André au eBay Game, salut André, c'est pas ça qu'il dit, mais en tout cas, il va dire la nouvelle officielle, je l'ai pas encore. Parce que la nouvelle officielle passe son temps à changer. Fait qu'il est un peu comme moi, là, tu sais, je me tiens à jour à plein là-dessus pour Cyberpunk 2077. Puis il est comme moi. On s'en est parlé un peu. Ça se pourrait. Ils vont peut-être sortir une édition pour la PS4. Mais lui, il a pas su s'il sortait une édition PS5. C'est une édition de la PS5 avec le jeu, là. C'est ce que je veux dire. Mais oui, ça regarde pour que ça sorte en même temps que la PS5. Et on surveille quoi à part ça? Février, 2e saison de Carbone Modifié avec le personnage qui joue de Falcon qui va prendre le rôle de Takashi Kovacs. Parce qu'on sait que dans le fond, il peut prendre c'est une puce. C'est une puce, alors il peut avoir n'importe quel corps, il pourrait être un enfant, une femme, un chien, ça change absolument rien. Ange déçu, c'est le 2e tome de la trilogie Kovacs, où ce que la 2e saison va être basée. Morgan, à l'intérieur de ce livre-là, nous a un peu joué un tour, parce qu'il a amené son héros vraiment dans un genre de space opéra. Ça se passe beaucoup dans l'espace, dans les autres planètes. Alors, on mélange vraiment le post-cyberpunk avec le space opéra. Très, 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 très bon roman, Ange déçu, parce que là, on se promène un peu partout. Alors, je vais voir... Ange déçu? Ange déchu. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme adaptation. Moi, j'ai adoré la première saison. Je suis vraiment ce genre de tripeux-là. Puis Dune en décembre. Oui. Ça, hein? Je veux dire, où classer Dune, c'est dur aussi à classer parce qu'il y a un petit peu de tout à l'intérieur de cette série-là. Mais si vous tripez vraiment Cyberpunk SF, c'est pas mal les deux grosses sorties là, cette année là, qui vont nous flabbergaster l'esprit et nous briser la rétine. On va passer au cerveau du groupe. Oui. Et nous allons parler de Cyberpunk. De Steampunk. Vous me regardez toutes? Non! le Steampunk Imaginatrix, c'est quoi le parallèle à faire avec le Cyberpunk? Parce que c'est pas vraiment un dérivé du Cyberpunk. Ouais. Ben, le Steampunk, c'est apparu aussi dans les années 80, un peu après le Cyberpunk. Puis, ça a de dériver surtout le nom punk. Oui. C'était vraiment la mode, là, qu'on mettait le mot punk en arrière de tout. Fait que c'est le principal lien qui va relier les deux. À part peut-être le fait que ça se passe dans des univers qui sont un peu éclatés. Tu sais, qui sont un peu très diversifiés avec des personnages très extravagants et tout. Puis il y a certaines thématiques qui peuvent revenir, mais ça on va plus en parler tantôt. En gros, c'est quoi le steampunk? C'est une uchronie. Une uchronie, c'est un passé alternatif, si on veut. Ouais. Puis c'est une uchronie qui va se dérouler surtout à l'époque victorienne.
à la fin du 19e siècle. Pendant la révolution industrielle. Okay. Fait que c'est vraiment le contexte qu'on va retrouver. On retrouve beaucoup d'éléments qui vont être britanniques, qui vont être inspirés de cette époque-là, mais souvent, si ça se passe pas à Londres, ça va se dérouler dans un univers qui est pas mal inspiré de cette ville-là à cette époque. C'est parce que Londres, là, c'est tellement un parc pour l'imaginaire. Là. C'est ça. C'est parce que Londres, c'était vraiment le berceau de la révolution industrielle aussi à l'époque. Fait que c'est vraiment là que ça a starté. Aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Peut-être Londres en Angleterre ou en Nouvelle-Angleterre que ça pourrait se passer. Oui, en effet, mais ça peut même se passer au Québec. Il y a des récits de steampunk québécois qui existent. OK. Il n'y a pas de limite. Ça peut même se passer dans un monde imaginaire ou même un monde futuriste. On a vu ça, par exemple, dans Machine infernale de Mécanique fatale, excuse. Oui. Mécanique fatale de Philip Reeve. Il n'y a pas eu un film de ça? Oui, je l'ai vu dernièrement, le film, qui est quand même assez fidèle au livre pour ce qui est du premier tiers, très, très fidèle au livre. Où est-ce qu'il y a des villes qui se promènent, qui mangent? C'est des villes qui se déplacent, puis c'est ça. C'est un peu inspiré du steampunk, on pourrait dire post-nucléaire, parce qu'il y a eu des grosses guerres nucléaires. Ils sont retournés à des technologies désuètes, un peu plus anciennes. Puis c'est ça, c'est des grosses villes qui se déplacent, qui ont des pattes, qui ont des chenilles ou quoi que ce soit, puis qui arrivent à se déplacer comme ça. Mais là, on est dans un futur très lointain. On n'est pas dans une uchronie. Fait que tu vois que le steampunk peut vraiment inspirer plein de genres. OK. Puis ce qui arrive aussi, c'est que le steampunk a tellement des règles définies que ça en vient que c'est comme des clichés. Fait que il y a des histoires de steampunk qu'on va lire puis que c'est comme du remâché, des trucs qu'on a déjà lus puis qui sont juste retravaillés d'une autre façon. Ça peut venir rapidement lassant. Au début, la première fois que tu vas lire ça, tu vas faire « Oh mon Dieu, c'est tellement original, c'est qui a pensé à ça? » Puis quand t'en lis 3-4 qui résument presque toutes la même chose, c'est ça. Fait que les gens ont été obligés de faire un peu des dérivés à ça, si on veut, pour diversifier un peu. On a soit changé le contexte, on l'a soit quitté Londres, justement, pour aller dans un univers imaginaire ou pour venir s'installer au Québec, ou on a changé les sources d'énergie principales. Au lieu d'être le charbon puis la vapeur, on est allé vers l'électrique, on est allé vers le nucléaire, le diesel. Fait que ça fait toutes sortes de sous-genres qui sont liés à ça aussi. OK. Est-ce que je me trompe? Parce que là, j'essaie de me démêler. Non, tu poses des questions. C'est ça. Est-ce que le cyberpunk, s'il avait été écrit au 19e siècle, aurait été l'équivalent du cyberpunk écrit dans les années 80, dans le sens que c'est du monde qui voit l'industrialisation arriver puis qui se disent on va se faire manger par l'industrialisation, puis que ce serait pour eux autres du fantasme, comme le cyberpunk avec où est-ce que tu vas avec ça? C'est un peu comme si tu disais que Jules Verne, c'était du cyberpunk du 19e siècle. OK. Ouais, mais ça en est un peu aussi. Ben oui, puis non. Il parlait beaucoup des nouvelles technologies, puis il s'inspirait beaucoup d'inventions qui avaient été inventées sur papier, mais pas nécessairement mises à l'épreuve. C'est ça. Puis c'est ça, tu sais, il parlait des nouvelles technologies de cette façon-là, puis la révolution industrielle, c'est ça. Nous autres, présentement, on est dans la révolution électronique, informatique. Biologique. Puis on s'en va vers la révolution biologique prochainement. Puis c'est ça, au 19e siècle, eux autres, ils étaient dans la révolution industrielle. Fait que c'est tout un truc de nouvelles technologies. C'est ça. Sauf que ça n'a pas été écrit dans ce temps-là. Ben, il y a un truc qu'on appelle le proto-steampunk, qui est en fait tout ce qui a été écrit justement avant que le steampunk existe, puis qui a inspiré le steampunk. OK, donc est-ce que Jules Verne est là-dedans? OK. Oui, c'est ça. Bon. Puis c'est ça, c'est des auteurs, je pense, on pourrait même parler de Mary Shelley, de Frankenstein. Oui, tout à fait. Tu sais, de Dracula, de tout ce qui a fondé un peu cet univers-là, qui est le steampunk, ça rentre là-dedans. OK. Mais quand on l'a vraiment inventé dans les années 80, là, on a poussé ça au oui, c'est là qu'on a inventé un monde qui était pas mal plus éclaté puis original que la réalité.
Red, t'avais l'air de vouloir ajouter de quoi, là? Ben non, c'est parce que je m'en allais dire, mais elle a pas mal résumé quelque part mon idée. Je pense que si, mettons que le Cyberpunk avait été écrit dans le temps de Jules Verne, tout ça, je pense que ça aurait donné le steampunk. Mm-hmm. Le steampunk aurait été ce qui est là, parce que dans le steampunk, là, faut pas oublier que la technologie, la cybernétique, on va appeler ça de même, mais des remplacements de membres ou des affaires comme ça marche à vapeur et il y en a. Oui. Oui. Des prothèses mécaniques. Des prothèses mécaniques. Donc, Full Metal Alchemist et du steampunk. Ah oui. Oui. Ouais, OK. Oui. Ouais, ben mais plus liché, là, on va. Avec un côté pas magique, là, mais, c'est la science. Oui, mais c'est ça, mais. C'est une science alchimique. Mais c'est ça. Tu sais, à quelque part, faut qu'on y aille comme ça. Je trouve ça plate de le dire de même, mais en tout cas, peut-être que ça va replacer un peu les auditeurs qui se posent des questions, là. Selon moi, tu vas avoir du cyberpunk, puis à mon avis, à moi, on n'est pas arrivé au cyberpunk que moi je jouais sur table et des affaires comme ça. On n'est pas arrivé encore à ça. Par contre, le steampunk a été expliqué parfaitement par Joël en disant que c'est une uchronie, tu sais, c'est ça. C'est un passé alternatif qu'on aurait eu si on avait été avec l'industrialisation qui avait dégénéré, là. C'est ça. C'est comme un cancer. Tu sais, un cancer, là, c'est un développement incroyable d'une cellule X. OK? Bon ben, dites-vous que le quelque chose punk, là, c'est comme un cancer d'un truc là, qu'on va connaître. Comme la cybernétique, ben, du cyberpunk, c'est un cancer de ça. Ça revient à ça. C'est pas nécessairement mauvais. C'est pas une maladie, là, mais ça. De la façon que ça se développe et que ça s'étend. C'est ça. Okay. Cyberpunk, c'est de la dystopie. OK. Ouais, exactement. Le steampunk, c'est de l'Uchronie. Ouais. T'auras pas d'Uchronie dans le cyberpunk. Non. Jamais. En tout cas, moi, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a qui en connaît, mais moi, j'ai jamais lu d'Uchronie dans le cyberpunk. C'est toujours dans un futur proche, mais c'est toujours une dystopie. C'est rarement une utopie. À part dans Star Trek. Mais une uchronie puis une utopie, c'est pas la même chose. Non. On peut avoir une uchronie qui est dystopique. Oui, tout à fait. On peut avoir de quoi qui est carrément décalé, sombre, puis... Ben, steampunk est pas loin de ça. C'est rarement joyeux non plus. Ben, surtout quand t'arrives, comme Imaginatrix le disait tantôt, à Londres, excuse-moi, là, mais à Londres, là, si tu veux mettre une ambiance glauque, tu veux mettre un style gloomy à ta... Comment on dit ça? En français, en tout cas. Anyway, si tu veux avoir une ambiance vraiment lugubre, je pense que c'est ça. Tu vas avoir une ambiance lugubre dans une game, tu vas t'en aller à Londres, tu vas t'en aller dans un style de game comme à Londres. On va juste penser à Jack l'Éventreur. Oui. Bon, ben, à Londres, ça se prête vraiment super bien. C'est ça. Le style. Remets ça dans les rues à New York, tu vas faire bon, ben ok, c'est. Jack l'Éventreur équipé d'armes mécaniques. Non, mais ils l'ont fait, hein? Donc, sûrement, je pense que. Collection 1800 dans la collection Sherlock Holmes. OK. Sherlock c'est Holmes ça. est dans Steampunk. Sherlock Holmes, oui. D'ailleurs, Jack l'Éventreur est un des gros clichés du Steampunk. Il revient souvent, puis on l'a vu à pas mal. La série 1800, la série de. Je pensais que tu allais en parler tantôt, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler. J'étais sûr que tu allais en parler pendant que tu parlais de littérature. Le steampunk est vraiment beaucoup illustré dans tout ce qui est la série 1800 là, qui est une série de BD magnifique là, aux éditions Soleil. Attends, c'est moi qui est en train de faire cette bout de chronique. Ben oui, mais tu le connais. OK, mais en tout cas, pour en avoir lu quelques-uns, ben vous savez un peu là, les deux tomes des grands anciens, c'est juste mon goal. Puis tu te ramasses avec une histoire de Moby Dick en plus avec Frankenstein le monstre de Frankenstein qui saute sur Moby Dick. En tout cas, il y a toute une histoire là-dedans. Là, c'est le concept même de cette série-là, c'est de mélanger les styles. Tout ce qui a rapport dans les années 1800. Alors, on voit Sherlock Holmes avec une armure, genre d'exosquelette vapeur, là, combattre des extraterrestres. Là. Ah, c'est... Lisez Collection 1800, vous l'avez à l'intérieur de ça. Là, donc le steampunk serait du cyberpunk à vapeur. Ben oui. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Oui, mais au 19e.
La grosse différence entre le cyberpunk et le steampunk, je pense, c'est l'organisation sociale. Oui, OK. Oui, tout à fait, Dans le cyberpunk, on va avoir beaucoup de corporocratie. Ça va être vraiment les entreprises qui sont comme l'entité à anéantir et qui sont tout le temps méchants. C'est ça, sont tout le temps méchants. Ou s'ils sont pas méchantes, c'est rien parce que tu connais rien qu'est-ce qu'ils montrent. C'est ça. Tandis que dans le steampunk, tu as des systèmes qui vont être plus classiques. Ça va être la monarchie, ça va être la dictature, ça va être un espèce de gouvernement. Ça peut même être une démocratie qui en est pas réellement une série télé qui fit vraiment bien avec ça, Into the Badlands. Okay, oui, tout à fait. Tu connais pas ça? Non. T'as pas le côté techno, non, mais ça fit un peu à ça. Ben c'est ça. Ça fait un post-apocalyptique. Inspiré steampunk. Ouais. Okay. Non, pour vrai, t'aimerais ça. Ah, c'est intense. C'est intense. C'est une série très combat, très d'action. Okay. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ben, c'est vraiment bon. Il y a un petit côté de magie aussi à l'intérieur de ça, avec un genre de pouvoir à l'intérieur doux. Il y a un petit quelque chose, hein? Ouais, c'est des genres de l'utilisation de notre force intérieure. Je vous parle rapidement de 2 sous-genres qui sont dérivés vraiment du steampunk. Il y en a plein. Je veux dire, on a juste à remplacer le type d'énergie par... Ouais, comme tu disais tantôt, non? C'est ça. Puis c'est ça. Les gens, pour diversifier un peu l'univers, ils ont changé des détails. Puis, il y a un jeu qui existe qui s'appelle Sight. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Eric. Un jeu très connu quand même. Oui, c'est beau, oui. Ah oui, c'est... Oui. Je vois comment ce qui est écrit, puis je fais... non, mais ça vient de flasher. Là, oui. Ça, dans le fond, l'artiste qui est à la base de cet univers-là, qui s'appelle Jacob Rosalski, je crois, lui, il décrit ça comme du dieselpunk. Oui. Fait que ça se déroule dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale. Puis le contexte, dans le fond, c'est que Nikola Tesla aurait construit une fabrique en Europe de l'Est, une usine dans laquelle on fait des mechas, des grosses machines qui marchent. Puis, après la guerre, ben là, les pays qui sont autour de cet endroit-là veulent aller s'approprier cette usine-là pour pouvoir faire des mechas puis avoir plus de ressources pour gagner de la puissance et tout. Fait que c'est un jeu de conquête du monde, un peu, si on veut, c'est conquête de l'Est de l'Europe. Ça s'apparente un peu à risque, un peu si on veut, mais plus évolué. Il y a beaucoup plus de trucs qu'on peut faire, d'actions qu'on peut faire. Pour les vieux gamers, là, ça s'apparente énormément à du Battletech ou pour les joueurs de PC, à du Warhammer, pas Warhammer, mais MechWarriors. OK. MechWarriors, mais en version ancienne. Fait que t'as pas de robot nucléaire avec le noyau nucléaire, tout ça. T'as pas rien de ça. La seule affaire, c'est que t'as des robots à vapeur. C'est plus diesel. Ouais, diesel mécanique, ou... Ouais, c'est ça. Puis tu vois souvent là, dans les images, là, les espèces de trucs qui pompent du pétrole là, qu'on voit dans l'Ouest, là, c'est souvent en arrière-plan. Les illustrations sont vraiment écœurantes, sérieusement. Là, c'est comme des scènes du quotidien des gens de l'époque, mais on voit comme en arrière-plan un méca qui marche, là, qui est comme un peu dans la brume. C'est vraiment un très beau style, impressionnant. Il y a du fan art qui a été fait en passant sur des petites vidéos de fans là, qui ont été faits sur dans cette époque-là. Okay. Tu vois même des quadripodes impériaux, des AT-AT. Okay. Mais fait en dieselpunk. Okay. Puis j'ai vu aussi des trucs qui ont été faits du faux footage de l'armée là, de la Deuxième Guerre mondiale ou des affaires comme ça. Ils en ont fait des petites vidéos à propos de ce jeu-là, des genres style footage justement. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'en vient qui va s'appeler Iron Harvest. C'est le même univers que Sight. Mais ça va être en jeu vidéo. Sur quelle console, je peux pas te dire, mais ça sort cette année, très prochainement. Je vais me tenir au courant de ça. Ça s'appelle Iron Harvest. OK. Puis c'est ça. Côté jeu, je dirais,
moi, je l'achèterais pas parce que c'est 120$ le jeu de base. C'est quand même un bon prix. Puis ça te prend du monde crinqué pour jouer avec ça. Parce que ça prend à peu près 1h30 une partie. Puis ça te prend à peu près 1 heure pour catcher comment que ça fonctionne. OK. La game finit, puis tu commences à jouer tactique. Là. Je voulais te comprendre. c'est exactement ça que ça m'a fait. Mais en soi, c'est un très beau jeu de stratégie. C'est ça qu'à sert la carte sortir de prison. C'est ça, ben oui. Puis, mais c'est ça, moi, je me suis acheté à la place le livre d'or. C'est Jacob, je vais dire son nom pour être sûr. C'est ça, Rosalski. Jacob Rosalski. J'ai acheté son livre d'or pour 40$, puis ça explique un peu l'univers, ça explique les personnages du jeu aussi. Puis il y a plein de belles images là-dedans. Si je me trompe pas, ça a été fait aussi en RPG. Oui, ça me dit quelque chose. Ah, toi t'allumes, là. Okay. C'est ça, ça a été fait. Ça a été fait pour jouer sur table. Ah, ouais, ben c'est ça. Que... Mais toi, tu dis fait qu'il reste juste moi qui sais pas c'est quoi. Le jeu que je te parle, c'est un jeu sur table, Sight. Oui, toi, tu parles de board game. Board game, ouais, mais moi, ce que je te parle, c'est un RPG. Ah, ouais. Ouais, c'est un jeu où c'est qu'on a chacun notre feuille de personnage, tout ça. Si je te dis oui, parce que il me semble que j'ai vu passer ça dans les offres de Sébastien Boucher, propriétaire du Cerbère, dans ses affaires. Il me semble que j'ai déjà vu ça passer. Est-ce que Mad Max... J'ai vu le board game passer, mais... Je vais revirer ça. Est-ce que Mad Max Fury Road est du Dieselpunk? Moi, j'ai vu que oui. Que Mad Max, c'était du Dieselpunk. Oui. Il n'y a pas de haute technologie. Non. Mais il y en a quand même adapté. Ouais, il y a des trucs adaptés avec la technologie puis les ressources qui sont sur le bord. Ils dépensent du pétrole là-dedans, pas à peu près. C'est clair que le contrôle du pétrole à l'intérieur de tout ça, ils n'ont pas l'environnement sur le dos. C'est sûr et certain. La boucane noire. Ouais. Mais le dernier, Fury Road, je pense que c'est clairement dans un style punk à fond. Ah oui, non, c'est sûr. Pour vrai, c'en est un que j'adore, ça. Là. Mais bon. C'est fou raide, là. J'enchaîne avec l'Electric Punk. Ah, OK, oui. Je vais terminer là-dessus, puis je vais faire mon Samalume en même temps, parce que je l'ai lu cette semaine, puis je suis tombée sur quelque chose. Je suis vraiment restée... T'as dit, je suis tombée sur le cul. C'est ça, quelque chose s'appelle l'arrière-train. Non, vraiment, un gros coup de cœur. Sébastien Chartrand qui a écrit Geist, les héritiers de Nikola Tesla. Aussi inspiré du steampunk, mais là, on est dans une uchronie. On reste vraiment dans le modèle du steampunk pour ça. On est dans une uchronie. Puis, le point de divergence uchronique, si on veut, c'est le moment où est-ce que notre univers réel se sépare pour aller dans son univers à lui. Ça se passe quand Napoléon III... il a reçu un médium qui lui a dit de pas faire la guerre de Prusse parce qu'il allait perdre, puis la vraie vie, c'est qu'il a effectivement perdu la guerre de Prusse. Il a décidé de pas écouter ce médium-là. Il a effectivement perdu la guerre, puis après ça, notre histoire réelle s'en est découlée. Dans ce livre-là, Napoléon III décide d'écouter ce médium-là et il va gagner des trucs, il va avancer avec ça, il va s'entourer de médiums. Et puis, l'univers de Geist, dans le fond, c'est un univers qui est basé sur 2 sciences, les sciences électriques puis les sciences métaphysiques. OK. Fait que tout ce qui est préscience, puis hypnotisme, puis télékinésie, puis tout ça, c'est vraiment ça puis l'électricité, c'est vraiment les 2 trucs qui vont diriger cet univers-là. Fait que on prend carrément une autre ligne du temps, on a changé de type de calendrier, on va vraiment dans le loin. Au début, j'avais un peu plus de difficultés parce que moi, ça s'apparentait vraiment à de la hard science fiction, que c'est un truc que j'ai plus de difficultés. Vraiment beaucoup de technologie là-dedans, beaucoup de nouveaux termes, de structures qu'on connaît pas, de hiérarchies différentes de la nôtre. Fait que je te dirais que la première partie, là, ça a été une lecture pas mal plus active. Mais à un moment donné, t'embarques dans l'univers, là. C'est un peu un polar. Dans le fond, on va suivre un policier. Les policiers là-dedans, ils ont des dons. À peu près tous les gens qui sont dotés, qui ont des dons métaphysiques, occupent des hautes sphères de la société. Fait que ce soit les forces de l'ordre, les juges, les régents, c'est un empire régenté. Fait que les gens qui sont au top, c'est tous des gens qui vont avoir des dons. Puis, il y a un truc qui est vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est que ça parle du mal du siècle.
Okay. Qui est dans le fond un peu la folie. Un peu, les gens sombrent tous dans une espèce de dépression ou dans une folie où ils ont tous des gros problèmes de santé mentale, puis on les appelle les séculaires. Puis ces gens-là, ben, s'ils peuvent être dangereux, s'ils ont un don, par exemple, ben on va les annuler. On va carrément les exécuter. Si les gens respectent pas les lois, on va les exécuter aussi. Fait que c'est vraiment un univers assez froid, assez loin de ce qu'on connaît, là, assez... Mais j'aime le thème annulé. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment intense. C'est comme, ça rajoute, là. Faux. T'en veux-tu un thème encore pire que ça? Il y a une sentence là-dedans qui s'appelle le cotard. Puis quand je parle de cotard, je parle pas de Knight of the Old Republic, là. Le cotard, c'est une maladie réelle, en fait, où les gens se pensent morts à l'intérieur, puis ils pensent que leurs organes sont en train de se putréfier, puis qu'éventuellement, ils vont mourir. Puis quand ils donnent cette sentence-là dans le livre, en fait, c'est qu'ils vont donner cette maladie-là par pouvoir psychique à un criminel. Puis le criminel est condamné à vivre mort dans son propre corps jusqu'à temps qu'il finisse par mourir pour de vrai. C'est vraiment terrible là, comme univers. Mais ça, c'est pas du splatterpunk, ça? Mais c'est ça. Moi, sérieusement, là, il y a tout qui me fascine là-dedans. J'aime beaucoup le steampunk en partant. Mm-hmm. Ça en est, même si c'est pas les mêmes technologies. La technologie est vraiment bien développée. Puis ce que j'admire de cet auteur-là, il l'avait fait avec le Crépuscule des Arcanes, puis là, il récidive là-dedans. C'est qu'il a l'audace de prendre des personnages réels, des personnalités qui ont vraiment existé, puis de réécrire leur histoire un peu. Oui, il leur prête une nouvelle histoire. Là. C'est ça. Fait que là-dedans, une histoire alternative, dans le fond. Oui, fait que là-dedans, Nikola Tesla, il va marier la fille de Gustave Eiffel. Puis il va avoir des enfants, puis on va suivre un peu qu'est-ce qui arrive à ses enfants, parce que au moment de l'histoire, il est décédé. C'est beaucoup aussi inspiré de Maupassant, de Guy de Maupassant. C'est un auteur qui aime beaucoup Maupassant. Puis il y a tellement de références de Maupassant dans ce livre-là que l'auteur lui-même est dans le livre. Okay. Fait que Guy de Maupassant est dans le fond un proche du personnage qu'on va suivre. Qui était comme un peu considéré comme son oncle. Fait que il s'en va vraiment jouer avec des personnages connus comme ça. Puis je trouve juste ça formidable. Puis c'est ça finit que on est vraiment dans un livre qui est plongé dans santé mentale. Fait que ça vient quasiment personnel, là, à un moment donné. Moi, c'est venu vraiment me chercher, surtout vers la fin, là. Y a de l'action, puis ça avance vite, puis c'est un livre qui se lit très rapidement. OK. Fait que moi, je vous le dis tout de suite, j'aurai pas de ça m'allume tantôt parce que c'est clairement ça, mon ça m'allume. Mm-hmm. Puis ça m'a fait découvrir un nouveau sous-genre du steampunk. Que c'est très apprécié parce que, sérieux, là-dedans, il y a comme zéro cliché, là. On s'éloigne vraiment de tous les clichés du steampunk. On fait de quoi de nouveau avec ça. Puis j'ai adoré ça. OK. Un petit sous-genre que moi, je vais rajouter, mais libre à vous de mettre des détails parce que c'est juste parce que Wikipédia me l'a appris, là. C'est le Gaslamp Fantasy. Ouais, c'est ce que moi je parlais tantôt. Hein. C'est ça. En fait, c'est quoi? C'est parce que c'est pas de l'électrique, c'est parce que c'est pas du diesel, c'est parce que c'est de la lampe à l'huile. Non, mais vas-y, tu nous parlais un peu tantôt. Il manque le côté un peu univers imaginaire. Ça se passe dans la réalité. Okay. Généralement à l'époque victorienne. Fait que si je peux prendre un exemple, moi je dirais, mettons, Interview avec un vampire, puis Lesta le vampire de Anne Rice. Oui. Que ça se passe à l'époque victorienne. Il y a du fantastique. Pas la 9e porte, excuse-moi. Tabarouette. Il parle justement de Jack l'Éventreur là-dedans. Là, avec Johnny Depp. Là. Oh oui. From Hell. Ouais, From Hell. Qui est le BD de Alan Moore. Quoi? Mais Au port de l'enfer. Oui, ça en est aussi du Gaslamp. C'est Alan Moore. Fait que il y a le mot fantasy, mais c'est plus du fantastique que de la fantasy. Là. Batman est allé se promener dans cet univers-là. Oui, ben c'est ça. Gotham by Gaslight. C'est ça. En BD et en dessin animé. Oui, tout à fait. Il est allé se promener dans cet univers-là. Moi, je rajoute 2 trucs dans le steampunk. Écoute, j'en ai parlé la semaine passée
de Nirodier. L'année passée, il nous a sorti Aral, qui est une uchronie, mais qui se passe dans l'époque russe. Oui, alors, que j'ai chez moi. Et ça, c'est vraiment du steampunk dans c'est spécial. C'est vraiment très, très bon. Très, très bon. Puis les trois fantômes de Tesla, qui j'en ai parlé un tout petit peu tantôt, mais tombez là-dessus, parce que c'est vraiment, c'est tout. C'est tout par rapport à Tesla, avec la mort de Tesla, mais avec les nouvelles technologies du steampunk à l'intérieur de tout ça. C'est super bien écrit, super bien dessiné. C'est une série qui a été primée à Angoulême il y a 2 ans. Si on rentre à 3 tomes, ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez vraiment avoir un aperçu, c'est quoi le steampunk actuel, là? Parce que des fois, c'est difficile de classer quelque chose, hein, parce que ça peut jouer dans plusieurs styles. C'est un genre qui a évolué aussi depuis les années 80. Mm-hmm. Exactement. Saviez-vous qu'il existe aussi de la musique steampunk? Oui. Ça, je savais pas. Fait par des instruments à vapeur? Hein? Non. C'est de la musique qui est assez hétéroclite. Personnellement, j'en ai pas beaucoup écouté, mais il y a un groupe québécois qui s'appelle Jardin Mécanique. Oui. Okay. Puis, ils ont fait une BD, je l'ai ici. Dessiné par Jack Dion. Qui pourrait être un peu du splatterpunk. Oui, plus splatter. Parce que c'est ça, il n'y a pas, en tout cas dans la BD, il n'y a pas vraiment d'éléments steampunk, à part l'époque, je te dirais. À part, il y a le contexte d'asile aussi, que ça peut revenir dans les histoires steampunk. Mais s'il y a une suite, j'imagine qu'ils vont s'en aller vers ça un peu. Puis c'est ça, c'est de la musique qui est un peu hétéroclite, je pense. Faut vraiment aller l'écouter pour... j'ai pas vraiment les mots pour expliquer qu'est-ce que c'est. Mais allez voir Jardin Mécanique sur Internet, puis vous allez voir. J'ai pas écouté, moi, Jardin Mécanique. Mais je peux te dire, par exemple, que je suis capable de sortir... Je ferais une game steampunk, puis je peux te jurer que je vais aller chercher de l'orgue de barbarie pour rembarquer dans une game là-dedans. Rien que de l'orgue de barbarie, du térémine, des affaires comme ça. Oui. Parce que c'est des instruments qui vont t'emmener ailleurs. Parce que c'est des instruments qu'on n'est pas habitué d'entendre. Ça, une vielle à roue, un accordéon, pas un accordéon, mais un violon qui est accordé d'une autre façon, comme on entend sur le bord de la plage dans Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire ou dans l'Estat. Tu sais, à un moment donné. La Reine des Données. La Reine des Données. Dans le film, là. Puis le son mais bon. Fait que oui, il y a des styles, puis mais c'est ça. Okay. C'est un style de musique. C'est beaucoup du musique mélangée à du théâtre aussi. Là. Oui. Ça va être des personnages, des musiciens qui vont être déguisés. Très théâtral. Oui. En tout cas, Jardin Mécanique, si vous avez la chance de voir leurs vidéos, là, c'est très théâtral. OK. Ils ont vraiment des beaux costumes. C'est vraiment bon. Ils sont spéciaux. Je les aime beaucoup. Red, t'as sûrement plein d'exemples qui te viennent en tête concernant le steampunk et tous ses dérivés. Et je vais te poser une question vite de même, puis je me doute de la réponse. Là. Dans le monde de l'immersion, y en a-tu du monde qui se déguise en steampunk? Non. Je te crois pas pantoute. On vient d'arrêter le sujet maintenant. Non, écoute, le steampunk, là, moi, je m'étais arrêté au steampunk, mais il y a tellement de stock, puis tu sais, Joël l'a tellement bien expliqué tantôt avec l'histoire du dieselpunk, puis tu sais, le steampunk, c'est parce que c'est des trucs à vapeur, ok, puis une technologie qui est tellement envahissante. Quand je dis envahissante, là, je veux dire qui est tellement grosse sur toi quand t'as un membre qui est remplacé ou comme ça, que c'est tu sais, les gears après ça, tu sais, les engrenages, des affaires comme ça, c'est bien plein d'engrenages partout. Dans les jeux vidéo, et BioShock, Dishonored, BioShock qui c'est gros de même, là, tu sais, ça respire pas le steampunk, ça respire un petit peu de biopunk aussi, hein? Biopunk plus que steampunk. À mon avis, à moi, là, c'est plus biopunk, mais ça a un autre twist de dystopie qui a juste pas de sens, là. Mais dans un univers qui se voulait une uchronie, mais qui pas une uchronie, excuse-moi, une utopie,
puis qui a vraiment mal viré, là, ça a dégénéré carrément, là, mais bon, vous jouerez, vous verrez. C'est extrêmement populaire, parce que moi, j'ai jamais joué à BioShock, puis je connais ça. C'est quoi? Ben, moi aussi. Ouais, fait que ça a sorti vraiment là, dans du cadre des jeux vidéo. Ouais. Tout le monde, je pense que... Mais il y a eu beaucoup de cosplay puis de fanart. Aussi, ben oui. Est-ce que FF7 fit à quelque part là-dedans? On fait ça, va raide. Non, mais... OK. non, mais c'est ça. Toutes les Final Fantasy. Ouais, c'est-tu du Cyberpunk? C'est-tu du Steampunk? Les Final Fantasy, ils t'amènent à quelque part où on n'est pas là. OK, on n'est pas dans ce monde-là, carrément. Ils t'amènent avec une technologie que... on dirait que c'est normal que tu la comprennes pas. OK. Ils t'essayent pas de te l'expliquer. Tout ce qui est punk est à quelque part basé dans la réalité, ce qui n'est pas Final Fantasy. J'aurais envie de te dire c'est du fantasy punk. Là. Rendu là, ils ont le style à eux autres, puis c'est tellement quelque chose de que tu te casses pas la tête à savoir pourquoi que ça marche, de quoi comme ça. Puis bien souvent, c'est des affaires qui, comme Joël disait, qui marchent à magie. Ouais. Tu sais, des fois, le carburant, on va dire, on va prendre ça de même. C'est le mana. Ouais. Puis c'est du mana punk. Ouais. Mais Fantasy Punk, je sais pas si ça existe. Je sais pas. Mais non, mais je lançais ça comme ça, là. Mais je veux dire. Peut-être lancer une nouvelle catégorie. Ouais. Non, mais c'est parce que je voyais dans ma tête, là, juste au début d'FF7, t'as le train, t'as les buildings à perte de vue en hauteur. T'as les genres de petits mechas aussi qui se promènent, là. La corporation, le Barrett qui a un bras mécanique. Ah ouais, mais c'est pour ça que je te dis que oui, FF7 fitterait, puis FF6 peut-être aussi. Mais tu sais, rendu là, toutes les Final Fantasy, ils ont des twists comme ça, puis là, ben, on y va avec la technologie des jeux vidéo, pas la technologie dans le jeu, je parle, là. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, ils peuvent te faire des cinématiques maintenant pour représenter beaucoup mieux le monde dans lequel tu joues, là. Fait que, tu sais, ça aurait pas d'en pelleter beaucoup plus large avec des cinématiques maintenant. Fait que, oui, OK, j'aurais mis je le mets pas dans Steampunk, je le mets dans d'autres choses, je sais pas quoi, mais oui, ça rentre clairement dans un style comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais il me semble que ça va de toute façon, le fait que ça se passe pas dans notre monde, ça l'éloigne déjà du steampunk puis du cyberpunk. Ben, c'est pour ça que, tu sais, je suis frileux un peu, mais à quelque part, sans pas le choix, c'est là, tu sais. C'est influencé. C'est ça. Mais il y a de la fantasy et de la technologie. Ben oui. C'est vraiment, c'est vrai qu'ils ont comme un genre de classe à part, là. Ah, mais c'est ça, ils sont ailleurs, eux autres, là. Comme Star Trek. Non, j'étais pour dire comme Star Wars. Pour sa place dans l'organigramme de la science-fiction. Ouais, on n'en reviendra pas là-dessus. Non, je sais, c'est pour ça que les organigrammes sont grands. Non. Bon! Continue. Je passe à côté des jeux vidéo, là, parce qu'il y en a beaucoup que je connais pas, puis des applications sur les App Store, puis Google Play, des affaires comme ça, là. Oui, il y en a un paquet de petits trucs, tout ça. Question board game, ben... T'en as parlé, là. Site, là, c'en est un. J'en avais un autre qui le nom m'échappe, mais je me souviens que c'était un jeu d'inventeur. Puis il fallait que tu sortes tes inventions avant les autres. Puis c'était tout ce que tu t'achetais, c'était des tuiles. Il y avait des. Mon neveu, il m'en a parlé en plus l'autre jour. De ça, hein? Ouais. Bon, puis je me souviens pas de l'invention, mais bon, c'est Steam quelque chose, je me souviens pas trop, là. Mais Steam Run ou quelque chose comme ça, là. En tout cas. C'est une genre de course à l'invention, là. C'était un peu dans ce style-là. Pour être le meilleur inventeur, puis le premier à sortir tel truc, là. Ensuite de ça, si on y va dans tout ce qui est RPG, ce que j'appelle RPG, c'est tout comme Donjons Dragons, des affaires comme ça, là. Ça place plus le monde comme ça. Mettons dans Eberron, c'est un monde de Dungeons and Dragons. Eberron, ils vont avec un peu plus de technologie, puis ils vont avec... ils ont animé des golems, des genres de statues de pierre, des affaires comme ça, puis ils ont animé, mais c'est encore là, c'est encore plus comme Final Fantasy, presque, que d'autres donjons, là. C'est pour ça que j'en parle, mais pas beaucoup. J'irais plutôt vers les Vampires Victorian Age, ou Tefra.
Tefra qui était un jeu de steampunk pur et dur avec des bateaux qui volent, puis des affaires comme ça. C'est quoi, c'est Stardust aussi, le film qui avait un bateau qui volait là, avec Robert De Niro là, qui faisait un capitaine de... oui, c'est vrai. L'étoile perdue. C'est ça, mais bon. Puis dans Sight, il y a une extension avec des bateaux volants aussi. Bon, fait que c'est ça. Okay. Tu sais, il y a quelque chose à travers de ça qui va t'emmener ailleurs. Promethean, qui est sorti dans la même catégorie que tous les jeux qui ont sorti de... mon Dieu, le nom m'échappe, là, mais dans la même catégorie, tout que les vampires, werewolves, tout ça, là, c'est une série qui avait sorti, c'est Promethean, c'est que tu fais des Prométhéens qui sont des comme le monstre de Frankenstein, c'en est un. Fait que tu fais une création de quelqu'un qui, puis là, ben, t'as créé la création à va faire quelque chose. Fait que t'as des... Bon. Fait que le jeu commence, tu te réveilles, t'en es un. Elle veut tuer son créateur. Entre autres, mais ça peut être d'autres affaires qu'elle va faire aussi. Et puis là, elle pose la question ultime à son créateur, mais toi, qui t'as créé? Oh! Rendu là. On n'a pas fait d'épisode sur la philosophie. Eh mon Dieu. Oh, pelaille. Non. Oh mon Dieu. Non. OK. Ben, malgré que je dis ça, regarde, prendrait, à toutes les fois, on dit non, puis on se rend compte que ça a peut-être de l'allure. Hein? Oui, ça mais... prendrait une coupe de gin avec ça. Hey. Ah, nous ferons un épisode sur la philosophie. Pour vrai, on va sortir Pocket la gang du site, là, mais en tout cas. Puis ça sera pas à cause d'alcool, d'après moi, on va sortir Pocket rien qu'à cause de façon, moi, je bois de l'eau depuis tantôt, puis vous me donnez déjà mal à la tête. Sinon, là, je me garde un bout de mon segment pour vous expliquer une affaire que le monde, ils comprennent pas, mais pas une maudite seconde. Bon. Mais en attendant, sur YouTube, si vous voulez avoir des fan-films, des films qui ont été faits par des gens qui trippent en fou, là, puis qui ont gagné des prix, des affaires comme ça, allez voir Airlord of Area. Ou faites juste taper Steampunk Movie ou fan film ou quelque chose comme ça là. Faites juste taper ça puis vous allez vous en taper un paquet d'affaires plus ou moins bien faites. Mais tu sais, on s'entend que tu vas voir un film sur YouTube, c'est pas des films que tu vas voir ailleurs là. C'est pas ça. Ce que je dis là, c'est que c'est des films qui ont été faits par du monde comme vous autres puis moi là. Des crinqués puis qui ont dit OK, moi j'ai des chums qui travaillent là-dedans. Fait que on se fait un film, puis avec la technologie du bar, puis les moyens du bar, puis je peux vous jurer que il y a des bijoux à travers de ça. Fait que vous allez triper, c'est un méchant temps. Surtout, vous allez découvrir plein de choses. OK. Dans le cosplay, tu parlais tantôt, là. Le cosplay, là, je vais vous dire juste une chose. Tout ce qui se fait dans n'importe quel maudit genre, dans n'importe quoi de Star Trek, Marc arrête pas de me parler depuis tantôt. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Non, mais regarde, ça peut être Star Wars aussi. Ouais, ça m'intéresse pas vraiment Star Trek. En tout cas, OK, je pensais que t'allais me dire ça m'intéresse pas vraiment Star Wars. Non, mais tu sais, là, je m'évanouissais. Autant du Star Wars que des émissions de Disney, que des affaires de princesse, des affaires de whatever quoi, là. OK? Tout, et je dis tout, sans exception, peut se transformer, peut s'adapter. Tu peux s'adapter, peut avoir une twist steampunk. Oui. Ou dieselpunk. Ouais. Ou dans ce style-là, tu peux tout défaire tous tes super-héros, puis les virer steampunk en claquant des doigts. Tu peux même représenter leur pouvoir à ces super-héros-là avec... tu peux faire une version steampunk d'à peu près n'importe quel personnage. C'est ça. Est-ce que l'explosion, je veux dire ça comme ça, des Fab Labs va faire en sorte que ça va faire exploser le steampunk? Je pense pas. Ou le steampunk, tu faisais ça avec tes vieilles cannes de bine? Ça pourrait le rendre à un autre niveau, ça, c'est sûr. Oui, parce que tu vas imprimer si tu as besoin. Parce que des cosplays steampunk, on va dans l'accessoire qui sert pas à grand-chose. On va mettre plus de boats pis de gear juste pour que ça fasse des compteurs. C'est ça. Okay. Tandis que si t'es un adepte des Fab Labs, ben, tu peux les rendre fonctionnels, ces gadgets. C'est ça. Parce que quand tu te ramasses avec du fonctionnel, ben souvent, c'est que tu vas te ramasser des cylindres pis des affaires comme ça quelque part. Ça, c'est extrêmement intéressant. Sérieusement, là, moi, c'est ce qui m'allumait en partant dans le steampunk. Là, c'était le côté mécanique. Un bras avec des cylindres, ça se fait facile. Là. Mais ça te prend des accessoires. Ça te prend
Ça te prend des accessoires, mais ça te prend encore bien plus de la débrouillardise. OK. Tu te promènes avec ta petite chaudière en arrière, là, ta petite chaudière à charbon. Ça te prend avec ton boiler. Tes affaires. Là. Fait que finalement, Mark I d'Iron Man, c'est steampunk. Tout à fait. OK. Bon. Non, mais je commence à catcher. Là, ça va bien. T'en viens pas Oui. D'ailleurs, il y a sûrement eu un genre de crossover de Iron Man, steampunk à quelque part, ou une image qui a été faite. Rocketman. Pas Rocketman, mais Rocketeer. Oui. C'est steampunk à côté dans Boreux. Oui, parce que Rocketman, c'est plus Elton John. Tout à fait. Ouais, je l'ai dit Rocketman, puis je l'entendais. Il était quand même un peu punk. Ah oui, bon. Ça c'est un fait. Fait que dans le cosplay, là, si vous voulez avoir de quoi, allez voir sur Internet. Ça me donne à rien de vous dire telle personne a fait un tel. Non, regarde, allez voir. Non, il y en a. Il y en a, ça pleut. Tant qu'à aller. Il y en a des écœurants. Mais tant qu'à aller sur YouTube, là, marquer cosplay steampunk. C'est ça. Si vous voulez aller faire une solide recherche, puis que vous allez triper, puis vous allez avoir du stock qui va rentrer tout le temps, puis du monde qui font des trucs de fou, allez sur Facebook, OK? Allez sur Steampunk Tendencies. Moi, je suis là-dessus depuis des années. Puis j'ai vu des armures de Stormtrooper en steampunk, j'ai vu des affaires de fou, des affaires de malades. OK, t'as-tu vu des Klingons en steampunk? Des quoi? Laisse faire. C'est bizarre. On poursuit. OK, non, il y a des mots que je sais pas qui viennent comme occultés dans mon esprit. Okay. En tout cas, tu peux apprendre cette langue-là aussi. On trouvera le livre. Le OT, si tu parles? Ah oui, c'est ça. Ouais, le OT, c'est comme dans Star Wars. Oui, notre épisode spécial sur Star Trek qui s'en vient. Là. J'étais pas au courant. On l'a programmé pour le 2022. OK, c'est correct. C'est bon. Je vais être malade. C'est ça, parce que le 2000, on l'avait déjà réglé, c'est les années 2000 pour Joël. Oui, tout à fait. OK. Bon. Maintenant, je vais rentrer dans quelque chose que, là, peut-être que vous autres, vous saviez pas. Puis il y a des joueurs, des gamers qui le voient bien aller, puis qui voient tout aller. Puis j'ai vu tantôt j'ai pas parlé, j'ai vu sur une de tes pochettes, sur le jardin mécanique. J'ai vu un petit truc, puis j'ai fait, c'est donc bien drôle ça, puis je suis sûr que personne ne sait pourquoi. Ça. Comme ça. Il y a beaucoup de trucs tentaculaires dans le steampunk. Là, pourquoi c'est tentaculaire? Le savez-vous? Non. Moi, j'ai tout le temps pensé que ça venait de Lovecraft. Oui, c'est une des raisons, mais c'est pas la raison. Parce que, oui, tu sais, il y a tout le temps une mascotte. Il y a une mascotte dans le steampunk qui est la pieuvre. Okay? La pieuvre est la mascotte du steampunk. Pourquoi c'est la mascotte du steampunk? Pour vrai, là, au début, ça fait longtemps, là, au début, je m'étais posé la question, puis pourquoi c'est tout le temps représenté avec une pieuvre, la pieuvre a mené des lunettes, elle menait le ciel, menait le ça. Des fois, c'est des bâtiments. C'est ça. Tentaculaires, un pont. Fait que là, tu te demandes pourquoi qu'ils font des trucs avec, tu sais, OK, il y a tout le temps une pieuvre en rapport avec le steampunk. Je suis vraiment curieuse de savoir ça. Ben, l'explication facile qu'on a autour de la table, c'est le rapport avec Lovecraft. OK? Oui, le rapport avec Lovecraft qui est en 1920, qui est une des époques qu'on a de représenter dans le steampunk. C'est en 1920, là, dans le fond, avec je dis Call of Cthulhu, mais les nouvelles de Lovecraft sont dans ce temps-là. Et c'est un univers propice à ça. OK? Où l'univers, l'industrie est très, très florissante, puis tout ça, là, tu sais, l'ère industrielle est là, puis tu sais, les grosses usines là, qui produisent de masse, là, c'est là, fait que ça embarque un peu là-dedans, et bon, on comprend tous que Toulouse, c'est un mix avec une pieuvre et un dragon, un peu, le style 2, là, c'est... Je m'aime pas en disant ça, là, mais tu sais, je veux dire, je trouve que je mets des mots sur quelque chose qui est indisible. Là, mais je vulgarise, puis j'aime pas ça. Mais à côté de ça, dans le temps, la pieuvre, c'est une créature qui est extrêmement créative. Oui. Qui va... qui est brillante. Qui est extrêmement brillante, puis ça fait référence aux inventeurs dans ce temps-là. Tu parlais de Tesla, puis bon, fait que toutes ces histoires-là, Edison, puis tout ça, fait que c'est du monde qui sont brillants, c'est des créateurs, c'est des gens qui vont innover, puis tout ça,
puis mets n'importe quoi dans les pattes, dans les tentacules d'une pieuvre, elle va s'en sortir, elle va s'en servir, OK? C'est écœuramment intelligent. Je me souviens pas où est-ce que j'ai entendu ça dernièrement, à savoir le pourquoi on n'élève pas des pieuvres. Puis je pense que c'était avec toi, Marc. Genre, non, on en a parlé ensemble. On en a parlé ici. Le pourquoi qu'on n'élève pas de pieuvres. Puis je riais quand cette personne-là m'a dit ça, mais parce que ça fait longtemps. On va se faire manger. Ah, on va se faire passer. On va se faire passer out là, après ça. C'est pas dur. Là. Puis c'est ça, on en a parlé ensemble. Puis je parlais du génome du kraken. Ça se peut, oui. Du génome de la pieuvre géante, là. Oui, c'est ça. Oui. Mais, fait que dans le fond, je voulais pas parler, tu sais, je me disais quelque part, ouais, mais c'est pas la première fois que j'entends ça, moi, cette affaire-là. Fait que, non, c'est parce que ça, c'est une créature qui est très, 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 très créative, de un. Il y a l'histoire de Cthulhu qui embarque, qui est là-dedans. Fait que, ça, plus ça. Après ça, je vais garder ça pour la fin, celle-là. Le logo des compagnies de train dans ce temps-là. OK. Tu sais, les compagnies, les railroad, là, compagnies, là, les autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était d'être tentaculaire. OK? T'as une base dans le milieu, puis on va partout. Ouais. Puis on s'en fait une autre base, puis on va partout, puis ainsi de suite. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à une pieuvre qui envoyait ses tentacules partout. Il y avait un logo qui était une pieuvre. Ah oui? Ouais. Fait que pour représenter ce qu'ils voulaient faire. Puis effectivement, le railroad avec les trains représentent beaucoup le steampunk. C'est la base. Ben oui. C'est ça. Fait que ça embarque là-dedans. Jules Verne, avec 20 milieux sous les mers, oui. avec toute l'histoire des créations, tout ça. Jules Verne, c'est comme tu disais un peu, Marc, puis Joël aussi, tu l'as repris tantôt, à savoir toute la technologie qui était faite sur papier, comme tu disais, Joël. La technologie qui était faite sur papier, Jules Verne s'en servait beaucoup, puis il l'amenait, il l'amenait à un autre niveau. Là. Okay. Un peu comme je dirais pas, c'est Neptune? Le sous-marin du Capitaine Nemo, là. Et c'est le voyons. Puis le pire, c'est que je le savais. Mais moi, tout le Neptune. Non. Le Nautilus. Merci. OK. Ouais. Bon. Fait que le Nautilus, qui est carrément du steampunk à côté d'embarrure. Le Nautilus, qui, si c'était pas d'une technologie weird, fonctionnerait pas. Tant qu'à être là-dedans, je vais rajouter un de mes exemples que je m'étais noté. Atlantis, le dessin animé de Disney. Oui. Ça fait partie des exemples de steampunk. Oui. La légende d'Atlantis fait partie intégrante de ce style-là. Puis dans le milieu sur les mers, il y a encore une pieuvre gigantesque qui fait juste alimenter tout ça. Fait que là, pourquoi que la pieuvre est représentée dans un tapon de stock d'or qui a rapport avec le steampunk, c'est à cause de ça. Il y a plein d'autres raisons, là. Mais la grosse raison majeure, c'était une affaire en rapport avec le Railway Company qui avait ça, tu sais, qui avait ça comme mentalité. Puis le fait que c'est une créature qui est immensément intelligente, là. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs qui se rapportent avec le steampunk. J'ai vraiment apprécié que tu m'instruises là-dessus, parce que je m'étais tout le temps posé la question pour vrai. C'est en fait le parallèle entre les c'est le parallèle avec les méga corporations du cyberpunk. Un peu, oui. OK. Un peu, ouais. Mais oui puis non. Tu sais, je veux dire, c'est pas une méga corporation dans ce temps-là. Ils décidaient pas du monde, eux autres, là. Mais pas loin, par exemple. Ils décidaient d'où ce que c'est que t'allais. Peut-être pas de ce que tu faisais, mais d'où ce que c'est que t'allais. Mais mettons, quand ils passaient le chemin de fer à côté de ton reine, je t'étais mieux de vendre parce qu'ils te forçaient de vendre. C'est qui commandait les chemins de fer à l'époque? C'était les gouvernements. Puis les gouvernements, c'était ça l'ennemi dans le steampunk. Tu sais, on parle des chemins de fer dans le film Wild Wild West, là. Oui. Tu sais, OK, oui. Qui était une télésérie aussi dans les années 60. Ah, peut-être. Oui. Puis ce film-là, c'est du steampunk western, oui, mais c'est du steampunk pur et dur. Oui. Fait que, puis c'est quoi qu'il y a de majeur là-dedans? Une grosse araignée géante. Ben oui, ça, là. Mais je veux dire. Avec les tentacules. Ce qui est de majeur là-dedans, c'est toute une histoire autour du chemin de fer. OK. Fait que ça a tout rapport à ça. OK. Mais bon. Est-ce que la Ligue des Gentlemen
League of Extraordinary Gentlemen, c'est steampunk, ça? Ouais. Okay. Je te dirais que c'est Alan Moore. Ah! Ouais. C'est Alan Moore, c'est Alan Moore qui est steampunk dans le fond. Là. Alan Moore, il a amené le steampunk là-dessus. Il a touché un peu à tout dans ses BD. Mais je vous dirais que... Mais oui, il y en a énormément. Mais je vous dirais que Jules Verne a été incroyablement dans steampunk. Je pensais que c'est ça que t'allais nous garrocher du stock de Jules Verne tantôt. Ouais. En fait, c'est le parrain sur lequel on s'est influencé pour c'est un des créer le genre. Aussi. Oui. Je veux dire, c'est clairement un des précurseurs. Mais c'est une SF qui avait son temps, puis que tu peux plus s'apparenter au steampunk que de la grosse science fiction dans l'espace. Jules Verne, qui est souvent associé à la littérature jeunesse, malheureusement, qui n'est pas le cas, là. Mais souvent, on l'associe à ça. C'est pas sûr que les jeunes trippent tellement dessus. Non, mais Peter Pan aussi, c'est associé à la littérature jeunesse. Toi, tu vas me dire oui, toi? Quand j'étais jeune, chez ma grand-mère, il y avait une collection Jules Verne, puis illustrée, là, puis on était vraiment... on la lisait beaucoup. Mais à la base, c'est pas de la littérature jeunesse. C'est vraiment de la littérature qui... Si vous voulez vraiment tripper, puis si vous voulez vraiment tripper littérature, c'est bon, littérature. C'est bon, c'était écœurant, Jules Verne. Tu sais, Marc l'a dit tantôt, là, série 1800. Ah oui. Puis surtout pour des gamers, pour les gamers, sérieusement, la série 1800, ça va tellement chercher ton esprit gamer, ton esprit... Ils se sont éclatés en faisant cette série-là. Oh oui, c'est vraiment génial. Sérieusement, ça n'a pas de sens. Hein. OK. Mais bon, fait que, tu sais, je peux t'en parler jusqu'à demain si tu veux, du steampunk, mais... si tu veux nous parler jusqu'à demain, Red, c'est toi le pire. Hein? Ouais, non, il y a quelqu'un qui va m'attendre. C'est ça, c'est toi qui veux partir le premier. Fait que non, c'est ça fait le tour pas mal. OK. Sinon, comme je te disais tantôt, on parlait de musique, vite fait, là. Ouais. Comme on parlait rapidement, dans le métal que moi j'écoute beaucoup, là, ça va souvent virer dans l'âge victorien. Sans aller virer dans le steampunk, mais on parlait du style d'âge, tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Tu te sens à Londres par un soir de brume. Tout à fait. OK. Entre autres. Là. Un exemple qui me restait, que j'ai pas poussé, là. On a parlé de Johnny Depp avec From Hell. Oui. Mais Sleepy Hollow compterait aussi pour du Gaslamp Fantasy. Oui. Mais oui. L'adaptation de Tim Burton, je dirais que oui. Oui. Le Gaslamp n'est pas là, mais c'est... Il y a ça aussi, c'est qu'il peut exister une histoire qui a été écrite qui n'était pas du steampunk, puis on peut l'adapter au cinéma dans un univers steampunk. C'est ça. Ben moi, dans les exemples de steampunk que j'ai vus, il y avait mis Batman de 1989 de Tim Burton, qui considérait ça comme du steampunk. Peut-être que là, on poussait le bouchon loin. Un autre exemple que je vous en reviens souvent avec ça, c'est le château ambulant de Hayao Miyazaki, qui était le livre de Diana Wynne-Jones. Puis le château ambulant, là-dedans, il est pareil comme les villes dans Mécanique fatale. OK. Mais à la base, dans le livre, c'était pas ça. C'est pas du tout du steampunk, mais dans le film, Hayao Miyazaki a vraiment rajouté une touche steampunk. Batman Ninja. Steam Boy. C'est du steampunk, ça aussi? Ben, quand les robots qui se transforment en genre de... La série ou le film? Le film Batman Ninja. Si vous n'avez pas vu Batman Ninja, là, ça va vraiment... Ah oui? Il est encore sur Netflix? J'avais commencé à l'écouter. C'est vraiment intense. Je sais pas, moi, ça m'attire pas partout. Non, mais il faut vraiment que tu mettes ton cerveau là, dans les séries animées. Dans les séries animées où c'était un film, je me souviens pas, Steam Boy. Oui. Ça ressemble à Rocketeer. Oui, tout à fait. OK. Mais bon. Fait qu'on a dégagé l'iceberg pas pire, je trouve. T'es-tu moins mêlé un peu? Je suis un peu moins mêlé. Je suis autant mêlé, mais plus ouvert. OK? Je sais pas comment... Non, mais ça m'inquiète moins de me lancer là-dedans. OK? Non, j'en sais plus. C'est plus facile à apprivoiser, mettons. Oui. Puis je vous dirais là, que si vous voulez découvrir c'est quoi, là, allez voir sur YouTube, faites les recherches que je vous ai dit. Là. Steampunk fan film, puis des affaires comme ça, vous allez triper là. C'est ça. Ça se peut également que vous voyez un film et que vous allez voir des éléments de ça à l'intérieur parce que ça a influencé énormément de choses. Tu sais, le cyberpunk a influencé beaucoup, le steampunk a influencé beaucoup. Fait que des fois, ça peut rien qu'un petit élément, un petit quelque chose, une petite tournure, une petite invention, une scène, un personnage, mais ça a énormément influencé. C'est ça. Ben, comme on disait pour Final Fantasy tantôt. Tout à fait. C'est pas vraiment du steampunk, mais... Il y a quelques bons thèmes là-dedans. C'est des gens qui ont créé des styles, qui ont laissé leurs traces
Puis, tu sais, souvent, quand on a fait notre épisode de Lovecraft, je vous l'ai dit, quand on commence à lire Lovecraft, on le voit partout. Ouais. Oui. Ben, c'est la même affaire avec Neuromancer, avec William Gibson. Moi, ça démarre pas, moi, cette affaire. Tu le vois partout. C'est ça. Red, il rentre d'une maison, puis Lovecraft. C'est pas loin. C'est la de même ça. affaire, mettons que tu lis Bram Stoker, Dracula. Après ça, tu vas voir un peu de Stoker, un peu dans toutes les histoires de vampires, tu vas le voir. C'est ça. Moi, après le Hobbit, oui. je vois les Tolkien. thèmes de Tolkien partout. Hey, on n'avait pas parlé de Tolkien encore. C'est ta faute, c'est toi qui l'as amené. C'est vrai, on n'avait pas parlé de Tolkien. Mais ça, on n'avait pas de quoi sur Tolkien en plus. Non, on avait un podcast qui avait pas de Tolkien. Non, ça je sais. Là, on aurait réussi à faire un podcast sans Tolkien. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ça. Excusez, pour une fois que c'est de ma faute. Donc, si vous avez d'autres exemples concernant du steampunk, d'autres branches du cyberpunk, vous nous lancez ça sur notre page Facebook. On est bien ouvert. On va y aller avec nos ça m'allume, ça m'éteint. On va commencer par Paperman. Dr. Sleep, adaptation du roman de Stephen King, que j'ai enfin vu, parce que j'avais pas pu aller le voir au cinéma. Mm-hmm. Bon Dieu que c'est bon. Je suis donc bien content que tu dises ça. Écoute, il a réussi à corriger tous les torts de Shining. Le film. Oui, on s'entend, là, Shining, c'est un film magistral. Mais c'est une adaptation horrible du roman de Stephen King. C'est une horreur en adaptation. Là, il part de ça et il réussit à corriger tous les défauts que Kubrick avait amenés en faisant une adaptation quand même assez fidèle, à part la fin qui a été un petit peu modifiée. Mais c'est vraiment très On a réussi à faire une adaptation du roman et une suite du film. Exactement. OK. C'était ma crainte. Ouais. Et la fin n'est pas pareille, mais la fin rend hommage à ce qu'il n'y avait pas dans le premier, le feu. J'en dirai pas plus pour pas spoiler raide, mais on sait tous que dans le roman de Shining, l'hôtel brûle, puis dans le fucking film, elle brûle pas. Ben, en tout cas, on a corrigé certains éléments dans l'intérieur de ce roman. Ça vaut vraiment la peine. Le roman est excellent. Ça veut pas dire que l'hôtel brûle, Red. Ça veut pas dire ça pendant tout. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle brûle pas dans le... Non, elle est déjà brûlée. C'est ça. Mais là, comment tu pouvais commencer ton histoire avec l'hôtel qui était déjà brûlé quand Kubrick l'avait pas brûlé? Il avait oublié de le brûler. Fait que il était comme un peu... Fallait qu'elle brûle à quelque part. Fallait qu'il trouve une façon de faire. Il y a une twist. En tout cas, il y a une twist à l'intérieur de ça. En tout cas, il a bien réussi à gérer ça. C'est très, très bon. Moi, ce que j'ai hâte de savoir, c'est ce qu'on appelle les vampires. Hein. Ah, ils sont hard dans le tabarnache. J'ai hâte de voir comment ils ont fait. Ils sont bien faits. Les vampires comme on a dans Salem, dans son livre Salem. Ben, ils mangent le Shining. C'est ça, ils mangent. Ouais. Ils bouffent le Shining des gens. Ils se gardent jeunes avec ça. Avec ça. C'est vraiment intense. C'est super bien fait. T'as-tu lu? T'as pas lu? OK. Ah non, c'est hard. Honnête, là, quand ils mangent le Shining, il faut qu'ils fassent souffrir les gens. Là. Il y a des scènes que tu... Il y a des scènes dans le roman qui étaient hard, là, parce que c'est Stephen King, là, mais ils ont bien repris ça à l'intérieur de ce roman-là. Moi, j'ai énormément surpris. Ce n'est pas un meilleur film que The Shining, parce que Shining, c'est un chef-d'œuvre au point de vue visuel. Ça reste un film de Kubrick. C'est extraordinaire, mais c'est une adaptation 100 fois meilleure que The Shining. Ça, je peux vous le jurer. D'ailleurs, Stephen King est très, très, très heureux de ça. Puis c'est quand même important d'avoir ça. Hein. Écoute... ça a fuité sur la toile. Il y a eu beaucoup de peut-être, ça c'est une belle affiche, une autre, mais on a vu le logo officiel de Dune qui est apparu, qui a été présenté à la Warner Bros. France, qui a été tweeté, qui a été effacé, qui a été revenu. Alors, on commence à avoir un peu de visuel de Dune et cette magnifique affiche-là, mais c'est pas l'affiche qu'on a vu passer, ça c'est un fake, mais rien que le logo de Dune avec non. Moi, le logo, regarde, je fais des logos sur mes pages de cartable depuis le secondaire 3, là. Puis ce logo-là mérite un prix. C'est extraordinaire. Okay? Parce que c'est grandiose. Non, mais je veux dire, juste le logo, là, c'est... Ouais, Dune. C'est toujours le même U. Tout le temps. Ouais, mais tourné d'une façon, il fait un D, il fait un U, il fait un N, puis il fait un E. Le point à la fin, la lumière qui fait le E. Moi, je trouve ça magnifique parce que, en plus, en arrière, on sait pas si c'est le serpent, on sait pas si c'est le ver de sable. As-tu pris le dessin, l'as-tu viré à l'envers? Non, pas encore. On dirait une montagne d'Arrakis
avec pas d'Arrakis, mais de... Arrakis. Ouais, d'Arrakis. De Dune, mais c'est Arrakis. Ouais, c'est ça. On dirait une montagne d'Arrakis avec le ciel d'Arrakis. Ah, c'est épouvantable comment si tu vires le dessin à l'envers. C'est sinon, grandiose. Ça a l'air très organique. Comme, c'est super grandiose, mais en même temps, c'est une simplicité extraordinaire. Hey, je pense que si tu vires Dune à l'envers, le logo, ça marque Dune pareil. Ça marque Dune pareil. Oui, c'est vraiment bien fait, honnête, là. Puis je l'ai dit, hein, Denis Villeneuve, c'est un amateur de Dune. Il a aimé Dune, il l'a lu. Ça fait une grosse différence. J'ai l'impression qu'on va avoir une très, très belle adaptation, mais qui va se planter. Ben, ça va être un bon film, mais ça se peut que ça fasse la même chose qu'avec Blade Runner 2049. Tout à fait. Ça va être extraordinaire, mais ça peut box-office. Et maintenant, comme le box-office fait foi de tout, hein, un film est bon, si ça pogne au box-office. Non, mais je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Si tu vends pas... L'important, c'est qu'on ait la chance de le voir. Ouais, moi, je vais, c'est sûr qu'il va en avoir au moins 2 parce qu'ils vont faire le premier roman. Là. OK, cool. Écoute, ils vont faire une twist vers les enfants d'Arrakis? Je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont faire vraiment le premier film. Puis, dans le fond, ils vont faire la trilogie d'Hébert. Pas la trilogie, mais les 4 livres d'Hébert. Mais ils iront pas plus loin. Ils iront pas dans les histoires de son fils. Ils se rendront pas que Paul devient un vert. Puis, Non, je pense pas. Okay. Je pense pas qu'il aille jusque-là. Là, c'est déjà qu'il va falloir qu'il passe là, ça avec la préscience et tout ça. Là. Parce que c'est quand même assez hard. Je sais pas, moi, là, je veux dire... et weird, là, Dune, là, c'est vraiment... Parce qu'il n'y a plus de machines dans Dune, l'homme remplace les machines. Okay. Parce qu'il y a eu le djihad qui a fait en sorte que les machines passantes se sont révoltées. Une grande guerre, on a repris ça. Fait que il y a beaucoup de bio également dans l'intérieur de Dune parce que les hommes sont modifiés génétiquement pour être aussi performants que les machines. En tout cas, c'est vraiment intense, Dune. C'est vraiment intense comme lecture. Christian Cassinel est en train de nous préparer une adaptation de Lovecraft. Quand Lovecraft est venu au Québec, il en a énormément parlé. Alors, à Québec. Et à Québec. Il est venu à Québec. Et je ne sais pas comment il va faire ça. On commence à voir certains trucs à l'intérieur de son Facebook. Ça a l'air absolument passionnant. Moi, je trouve que de pas prendre une nouvelle, de pas prendre rien, mais de prendre vraiment son voyage, puis de l'adapter dans la sauce Lovecraft, j'ai l'impression qu'on va avoir vraiment quelque chose de très, très, très joli. Alors, ça m'allume énormément. Écoute, ensuite de ça... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a vu ou entendu parler de Les couleurs de l'espace? Non, mais il paraît que c'est très, très bon. Il est sorti en DVD, hein. Ah oui? Pour vrai? Me semble que je l'ai vu passer. Moi j'ai vu le titre meilleur film sur une histoire de Lovecraft. C'est pas compliqué, il n'y en a pas. Ouais, non. Il y en a quelques-unes, mais bon. Mais pour vrai, tu l'as vu passer en DVD? Non, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais faudrait genre check. Je vais te l'envoyer si je le vois. Mais écoute, ça a l'air que c'est bien. Ça a l'air que c'est excellent. Avec Nicolas Cage. C'est toujours excellent. Moi, je m'en sac tellement. C'est quand même un acteur qui a gagné un Oscar. Oui. Je pense qu'ils vont récidiver. Je pense qu'en fond, ils vont faire l'abomination de Dunwich. Oui. Dans le même style. Dunwich Horror, puis j'ai entendu parler du mythe de Cthulhu. C'est pour ça que je vous ai dit que les deux créateurs de Game of Thrones qui sont partis de Lucasfilm, de Disney, parce qu'ils étaient censés faire un Star Wars pour faire une série de Lovecraft. Parce que là, il y a un gros terrain de jeu là, qui peuvent s'amuser, là, parce qu'il n'y a pas de fans toxiques non plus dans ce Tu te souviens-tu, Marc, qu'on avait commencé à m'amener à triper parce qu'on pensait que vraiment il allait sortir Les Montagnes Hallucinées? Ouais, de Guillermo del Toro. Ouais. Mais ça s'est jamais fait. Fait mon tripper maudit quand on avait entendu parler de ça. Là. Ouais. Il n'y avait pas quelqu'un dans les prédictions qu'on a faites qui avait dit que ça serait une grosse année pour Lovecraft? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est... Ouais. T'es sûr? Oui, je suis sûr. OK. D'après moi, je l'ai dit, moi aussi. Oui, toi aussi. Bon, on est deux. dit, toi et deux. On est deux. Donc, on était tous d'accord. OK, on l'a tout dit. Écoute, ils ont retrouvé le manuscrit allongé de la nouvelle qui a permis influencé, pas qui a influencé, qui a été adapté pour le film de Thing, la chose. Oui. Alors, on va en refaire un remake. C'est ça, mais ça fait un bout, ça, qu'on a retrouvé l'histoire. Oui, mais il a été publié en 2017 ou 2018, je pense, qu'il est sorti en socio-financement, mais là, il est publié en papier. On peut l'acheter en librairie. Alors, ça rajoute à peu près une 40aine de pages à la nouvelle. Oui. Ils vont refaire un remake de ça. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais moi, ça m'allume. Oui, mais moi, ça m'inquiète. Ça t'inquiète? OK. Ça t'atteint pas, mais ça t'inquiète. Oui, parce que faut pas que ce soit un remake
faut que ce soit une nouvelle adaptation. Ça va être une nouvelle adaptation, de cette mais histoire-là. Avec l'ajout. Là. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté, je sais pas. C'est ça, mais de mettre ça comme un remake du film The Thing. Là. Mais t'aimes pas ça, les remakes. Hey, ouais. Les remakes et les préquels. Là. Non, ça me dérange pas trop. Là, mais... D'ailleurs, le préquel de Thing était mauvais en tabac. Ouais, ben c'était un préquel suite. C'était un peu... Ah, c'était weird. Puis les effets... C'était pas fort. Bon. Écoute, je termine avec un truc que je suis pas habitué. La majorité des gens savent que j'ai pas un immense sens de l'humour. Je suis pas non plus un J'ai hâte de voir si ça va. Je suis pas un très grand amateur d'humoriste non plus. Le dernier show d'humoriste que je suis allé voir, c'était Louis-José Hood. Puis ça, je pense que ça doit faire 12 ans ou 13 ans. Là. Okay. Mais je me suis fié sur l'avis de mon ami ici. Et on a commencé Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et bon Dieu que c'est drôle. J'écoute ça avec Sophie. C'est rafraîchissant, mais en même temps, c'est pas de l'humour trash, c'est de l'humour intelligent. J'adore ça. Je trouve ça drôle. Je trouve ça qu'ils sont niaiseux. Et il y a une scène... On dirait un pet de cerveau. Ça Écoute, il y a une scène avec Terry Owens, le gros musclé, là, qui est comme un genre de contre-emploi, là, où ce qui monte un château pour enfants, là, un château de princesse. Et il y a des roues sur le château. Puis à un moment, il pique sa crise puis il dit « Mais c'est qui met des putains de roues sur un château? » Écoute, moi et Sophie, on en rit encore. C'est vraiment rafraîchissant. Si vous voulez avoir quelque chose, là, vous arrivez, vous êtes fatigué, là, mettez-vous là-dessus. Là, OK, donc tu t'es pas encore rendu au suspect qui chante du Backstreet Boys. J'en ai 7 d'écouter. À date, je sais que j'ai 6 saisons de fête, là. Qu'il y en a, là. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment drôle. Non, c'est... Puis, moi, je suis pas le public cible de ce genre de série-là. On a commencé la 6e saison, J'ai beaucoup aimé ça. Je te dirais que ça serait pas dans mes samétins, ça serait dans mes bofs. Ouais. Okay. Ben, il doit se répéter à un moment donné. Ben, c'est parce que je pense qu'on est rendu... Ça aurait dû sortir avant ça. OK. Mais toi, Red, t'inquiètes-tu de la version québécoise? Oui. Oui et non. OK. Oui et non. Je veux dire, les Québécois sont capables de faire de quoi de drôle, puis là, ben, j'ai peur qu'ils reprennent les mêmes jokes. C'est ça que j'ai peur. Ouais. Non, ça se peut que ce soit le même joke. J'ai peur parce que, puis à un moment donné, ben... Ils repartent des mêmes scripts. Dans Brooklyn Nine-Nine, ils s'en vont au Québec. OK. Oh. Ouais, là, tu vas voir l'épisode, tu peux pas en manquer. Ben, de toute façon, tu peux écouter n'importe... J'aurais pu commencer avec la saison 2, la saison 1, ça suit comme pas. Là. Non, tu vas en avoir besoin. Ouais, parce qu'à date, ça suit pas. Tu vas voir c'est comme des petites séries, là, des petits épisodes. Il y a des affaires qui se développent avec des personnages qui sont innocents. OK. Ça va le pas haut. Ça va le pas haut, je suis d'accord. J'adore ça. Le personnage, la fille un peu rebelle, là, qui est en a dedans, là, je sais pas, on dit que je l'aime. Hein. Elle est raide, puis qu'elle dira, écoute, tu vas voir, tu vas t'attacher à d'autres personnes. Tous les archétypes des gens sont à l'intérieur de ça. C'est les gens sérieux, les drôles, les comiques. C'est vraiment, j'adore ça parce que on dirait que c'est une mosaïque de l'esprit humain. Ouais. Mais en comédie. Un peu disjoncté. Fait que ça, c'est pour notre épisode sur la philosophie. La mosaïque de l'esprit humain. Moi, je te garantis que je vais te sortir... On vient de trouver le titre. Je vais te sortir Dreamcatcher, moi, de Stephen King, moi. La mosaïque de l'esprit. La mosaïque de l'esprit geek. J'essaie d'imaginer ça sur une pub de nos épisodes. Là. Pense aux couleurs qu'il va y avoir là-dessus. Mal de tête assuré. Ah, c'est sûr. Pas de samétain? Non. OK. Non, je sais pas. Ben, sais-tu, je pense que moi non plus. Il n'y a rien qui m'a vraiment éteindu. Là. Moi, mon Samalume s'appelle Tubi. Ah, okay? Oui. Tubi, c'est un service de streaming gratis. Tu ne t'inscris pas. Okay? Mais faut que tu me donnes ton numéro de carte de crédit quand même. Avec ton... tout. C'est ça. Tu peux t'inscrire si tu veux avoir la fonction de retourner, de recommencer une émission où tu étais rendu, puis tout ça, faut qu'ils sachent toujours bien que c'était toi qui étais rendu là. Mais je me suis dit, c'est-tu légal? C'est-tu pas légal? Mais sur ma télé intelligente, l'application est offerte. Sur mon lecteur Blu-ray Sony, qui a la même interface qu'un PS4, c'est offert. Samsung, Tubi. Ouais, TUBI, OK? Puis c'est-tu intéressant comme offre? Ben, oui puis non, OK? Des fois, t'as des pubs. Okay. Mais si t'écoutes une émission de télé où il y avait des pubs, ils les font fitter là. C'est pas comme dans... T'écoutes une affaire, une toune sur YouTube, ça te coupe d'un couplet, là. OK? Bon. Ou un spectacle, là. Bon. Mais...
là-dessus, j'ai trouvé des affaires. Il y a des Transformers qui sont là-dessus. Faut que tu fouilles, c'est pas très bien classé, là. Okay. Mais les Transformers sont là-dessus. Ma fille a retrouvé les Sistine, qui étaient des dessins animés sur Télétoon. Exactement. Dont l'épisode d'Halloween sur les morts vivants. C'est une gang d'ados dans un centre d'achat. Là. Ah ouais. OK, c'est un vrai film de zombies, là. OK? Moi, j'avais même trouvé ça hard pour des dessins animés à Télétoon, là. Des bras qui s'arrachent, puis des têtes qui partent, puis envoient, là. Bon, évidemment, c'est un bad trip d'un des personnages, là. On apprend ça à la fin, mais j'ai trouvé ça là-dessus. Les émissions en super marionnation, là, les marionnettes avec qu'on voit les fils, le Capitaine Scarlett, les Sentinelles de l'air, c'est là-dessus. J'ai retrouvé Dagon. Ah ouais. Dagon est là-dessus. Pour l'instant, c'est tout en anglais. Qui vient de perdre le titre de la meilleure adaptation de Lovecraft. C'est vrai. Par The Color of Space. C'est vrai. Mais la version originale de Massacre à la tronçonneuse, c'est là-dessus. Il y a quand même pas mal de stock. Je vais aller voir ça. Ouais. Mais il y a aussi Titanic 2. Atlantic Rim. Attends un peu, là, Titanic 2, c'est quoi l'histoire? C'est un autre bateau. C'est le retour de Jack qui se venge de Rose? Non, c'est le bateau qui s'appelle... C'est sûr que t'as des affaires... Atlantic Rim, là... C'est quoi Atlantic Rim? Non. Ça a rapport avec Pacific Rim. Là, oui, c'est comme une copie cheap. OK, wow. Ça veut dire là-dessus, il y en a plein, là. OK, dans des gros robots, mais c'est en Atlantique. J'ai aucune idée, je l'ai pas regardé, là. T'as beaucoup d'animés. Japonais aussi, mais c'est ça, là. Je veux dire, t'as des vieilles séries, là. Pour vrai, je vais aller voir. Oui. TUBI. Vous regarderez ça. Moi, Titanic 2 m'intéresse énormément. Ben, je crois qu'il a pensé à la télé, mais tu me dis ça, la façon que tu l'écris, puis je l'ai vu aussi dans les applications de... Mais c'est sûr que, regarde, il y a des affaires cheap, là. Puis c'est gratuit. Oui, exactement. Veux-tu, Joël, quand même si t'as fait ton Samalume, nous rappeler ce que c'était? Oui, moi, c'est ça. Mon Samalume, c'était Geist. C'est vrai, il y a du monde qui vont à la fin pour voir les Samalumes, ça m'éteint. Fait que c'est ça. Si vous avez skippé au Samalume, ça m'éteint, vous allez être obligé de reculer un peu au moment où je parle de Geist. Pour avoir un peu de détails. J'ai fait une critique qui était probablement assez déconstruite, mais c'est parce que je suis encore sur l'émotion. Là. Tu vois là encore sur ton roman. Là. Oui, je suis hangover. Je suis book hangover de ce livre-là, là, clairement. OK. C'est pour ça que je parle tout croche à soir. Et toi, Red? J'ai pas de Samétain. OK. Fait qu'on a un épisode sans Samétain. Oui. Mais on a parlé quand même de Tolkien. Oui. Ça t'éteint, ça. On progresse. Non, mais on avait quelque chose de beau. C'était parti comme du monde. Puis, je te ferais même pas plaisir en mettant ça dans mon samétain. Parce que c'est pas un samétain. Ouais, mais à quelque part, il y avait pas des thèmes de steampunk dans Tolkien. Mais, le pire, c'est que j'en ai cherché. OK, bon, écoute. Mais non, j'en ai pas trouvé. Mais dans Tolkien, il y a peut-être des thèmes du prochain épisode. On y reviendra tantôt. OK. Ah oui? Un écœurant de gros Samalume sur 19-17. OK, oui. Je suis allé voir 19-17. OK? Film en nomination dans à peu près tous les galas. Là. Oh, et puis je comprends. OK. Je comprends, puis c'est... tu sais, je vous avais envoyé... pour ceux qui ne savent pas, là, on se parle, comme ça disait. Ça arrive, on se parle entre les podcasts. Puis, la gang m'avait dit... Ils ont beaucoup de prix en nomination et il paraîtrait que ça les vaut. Effectivement. Moi, j'avais su que le film se voulait être un 2 heures. Le 2 heures, c'était comme un 2 heures en temps réel. OK? C'était comme 2 heures. Le personnage, là, on voyait 2 heures qui vivait. Puis ces 2 heures, là, il commence son 2 heures, puis ça arrête pas. Ben, c'est le 2 heures qui se rend compte, lui. OK, on va dire ça comme ça, puis je veux pas rien vous scraper comme punch, là, mais c'est le 2 heures que lui, il voit qui se passe, c'est ce 2 heures-là, puis on suit toujours le personnage, et on dirait, oui, OK, moi, on dit, mais il y a des coupures, comment est-ce qu'on fait le maquillage, c'est ça, c'est pas un plan séquence, là. Mais c'est
un plan séquence. Ouais. Ça nous est vendu comme un plan séquence, puis pour vrai, moi je l'ai acheté, j'ai fait shut up and take my money. Oh, oui. OK? C'est génial comme film. Des plans de vue, la façon qu'ils t'amènent ça, tu fais des sauts à des places où ce que c'est que, je m'attendais qu'il arrive telle affaire, puis ben oui, c'est arrivé, mais on a fait un saut. Ma blonde était à côté de moi, m'amener, puis il y a un coup de fusil qui part. Je pensais qu'elle allait sauter sur ses bandes en arrière, là. Tu sais, il y a des affaires qui arrivent, puis c'est juste génial. Quand je disais pendant le pré-show, c'est un film à la Crash Bandicoot, là. Ouais. C'est parce que on suit les personnages, ouais. Mais quand ils vont marcher, mettons, dans les tranchées, ou qu'ils vont marcher un peu n'importe où, très, 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 très souvent, on les voit, eux autres, on les voit de face. OK, ça veut dire ils courent vers la caméra. C'est ça, ils courent vers la caméra, mais la caméra court derrière. Fait que tu vois Il manque la boule en arrière. C'est ça, mais tu sais, tu vois le paysage défiler. Oui. Puis c'est comme quand on joue à Crash. Tu le vois jamais venir. C'est ça. Fait que tu vois jamais venir, c'est pas qu'il va s'en venir. Puis ça amène un autre twist au film. Puis le défi technique qu'ils ont eu, parce que quand à un moment donné, là, faut qu'ils vont se virer de bord, ils passent à travers des obstacles. À un moment donné, ils vont passer à travers. Quand vous allez voir le film, là, il y a vraiment un trou, un cratère, là, puis il y a de l'eau dans le bas du cratère, puis un paquet de stock. Ben les personnages font le tour de l'eau pis tout ça, puis la caméra elle continue toujours en suivant toujours le plan le plan, puis ils montent à travers tous les obstacles d'un bord puis de l'autre. C'est juste génial. Le film prouesse technique. Ouais, oui. Puis il paraît qu'ils ont eu bien du fun à arriver puis de faire tu sais, avoir toute l'équipe technique qui vire en même temps que la caméra là, qui est tout le temps hors champ là. C'est dur, ça, là. Puis ils ont fait de quoi de techniquement magistral. Bon, je vais le dire de même. OK. Puis le jeu des acteurs, ben, c'est pas du monde qui sont tant connus, c'est du monde qu'on a déjà vu quelque part, mais on y croit. C'est ça. Ben, des fois, ça aide. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais moi j'aime mieux les films sur la Deuxième Guerre mondiale, puis tu sais, parce que tu te replaces plus un peu, on entend plus parler, il y a moins de stock de sorties sur la Première Guerre mondiale, parce que à part des écrits puis des affaires comme ça là, mais tu sais, c'est une guerre de tranchées aussi, hein. C'était comme ben c'est ça, c'était intense dans les tranchées, mais il y a pas eu il y a pas eu il y en a eu quelques-uns. Un cheval de guerre, c'était une super belle adaptation de la Première Guerre mondiale. Mais là, dans celui-là, là, il amène de quoi d'autre? Il amène un autre twist génial. En tout cas, moi, j'ai adoré. Oui. Sérieusement, Soldat Ryan, tout le monde a trippé. Okay? C'était une très belle adaptation de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Frères d'armes, moi, je trouve c'est tombé génial. C'est pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour la Première Guerre mondiale, là, ce film-là. Oui. Ben, moi, ce que je me rappelle d'avoir vu de la Première Guerre mondiale, c'est Tolkien. OK. Mais tu vois, Tolkien, on entend parler un peu de la guerre de fois dans même. On la voit aussi. Puis on la voit, là, mais ça n'a aucun rapport avec ça. OK. Sérieusement, là, tu vas la voir, tu vas la ressentir, puis tu vas... tout le jeu des acteurs, là, quand ils disent, là, mais tu vas pas là, tu vas pas faire telle affaire, là, mais voyons donc, ils t'envoient faire ça, là, pis là, ben, t'es voué, là, toute la gang qui font tout, mais voyons donc, t'es malade, là, tu t'offres pas, tu sais, c'est quasiment dégageux à savoir comment de temps qu'ils t'offrent, tu penses, pis bon, hein. Fait qu'il arrive de quoi, allez voir ce film-là, il est encore à l'affiche, nous autres à Rivière-du-Loup, si vous nous écoutez de ailleurs, que ce soit nos amis l'autre bord de la petite rivière là, l'Atlantique là. Oui. Si vous êtes en Europe ou whatever là, à la minute que vous êtes capable d'aller voir le film 1917, c'est un très gros must. OK. Il faut contourner des gigas de Atlantic Rim par exemple avant de se rendre à Paris. Mais sur Tubi, tu iras voir ça, ce film-là. Tu vas pas le contourner. Ça fait partie de la catégorie culte. Oh, tabarouette. OK. J'ai hâte. Ça veut dire film tellement pas bon que ça en est bon. Comme Sharknado. Probablement. Non, mais moi, là, j'ai tapé Exorcist. Y a-t-il quelque chose dessus? Ben, il y a l'Exorcist 3. OK. Mais il y a plein d'autres exorcistes de ci puis de ça, puis ça a ni queue ni tête, là. Je regarderai pas ça. Mais il y a plein d'autres affaires le fun, par exemple. Dans 2 semaines,
Bon, vous allez écouter probablement notre podcast en différé, là, mais dans 2 semaines, nous allons procéder à un enregistrement le 14 février. OK? Dans 2 semaines, nous sommes le 14 février. La marmotte va avoir son nom. La marmotte. Je sais pas ce que la marmotte va faire, mais nous autres, faut faire quelque chose en lien avec le 14 février. C'est presque la fête à Pepperman. C'est presque la fête? Oh boy, OK. Ben, dans la littérature, le 14 février est sûrement très présent, ou du moins, ce dont il est question le 14 février, c'est très présent dans la littérature. Le chocolat? Ça pour... Hey, on fait ça un épisode sur le chocolat? Oh, j'ai même pas pensé à ça. Ça devient intéressant, là. Ouais. Fait qu'on appelle ça comment, l'amour est dans le gui? Non, mais moi, mon idée de trahison, je trouvais ça le fun. Mais regardez. Vous comprenez qu'on va jaser de Saint-Valentin. C'est ça. On va jaser entre nous autres, OK? On va parler de choses proches de notre cœur ou qui nous font mal au cœur. J'ai aucune idée. On verra. On va travailler sur le concept encore. C'est ça. On n'est comme pas décidé encore. C'est ça. Mais... En espérant que ça s'éclaire, mais qu'on le fasse. Encore un truc de champ gauche. Parce qu'il y a-tu de quoi faire avec le chocolat? Ben, vous l'avez fait avec la bière, avec les cocktails... Hey, OK, je vais essayer de gérer ça. Je vais gérer. Je vais fouiller, mais je pense que j'ai un jeu de chocolat. Je te le prêterai, tu essaieras ça pendant les 2 prochaines semaines. OK, checkez-moi bien, là. Je vais les gérer en dehors des Suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre site Internet, sur les différentes plateformes. On se revoit bientôt.